France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour une nouvelle semaine du Grand Forum jusque 18h30 avec vous, chers amis. Heureux de vous retrouver en ce lundi 19 septembre. Avec nous aujourd'hui, Yasser Louati. Comment ça va, Yasser? Bien, et toi? Ouais, militant, toujours, plus que jamais. Plus que jamais. On parlera d'ailleurs de ton activité puisque mercredi tu as un grand rendez-vous à rappeler aux auditeurs, mercredi 21 septembre du côté, je crois, de Saint-Denis, c'est ça? Paris 20e. Paris 20e. Voilà, c'est ça. Donc on y reviendra tout à l'heure. Avec nous aussi Hakim Rahal qui est chef d'entreprise, donc qui se stationne pour être très exact. Donc qui arrive dans un instant. Mon cher Yasser, de quoi allons-nous parler avec toi dans la vie tranchée à suivre dans un instant? Alors on va parler des femmes. Très bien. C'est à développer, on verra. Très bien. Et le coup de cœur? Les femmes aussi. Ah bah très bien. 100% femmes, donc Yasser, très élégant. À retrouver donc tout à l'heure. Sinon, dans l'actualité évidemment, outre le fait que vous puissiez nous joindre bien sûr pour commenter l'actualité avec nous, 08 92 23 99 50, mais aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr, le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Dans l'actualité, mon cher Yasser, aujourd'hui, c'est cette enquête sur les musulmans de France publiée dans le JDD, des musulmans qui partagent dans leur grande majorité les valeurs laïques. Et quand un quart ont une pratique rigoriste de leur religion, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. À quoi sert ce rapport? Quel est son but? On essaiera de comprendre. On parlera aussi de la situation en Syrie après un week-end marqué par un regain de tension sur le terrain, notamment des frappes aériennes sur Alep. La trêve en vigueur depuis une semaine semble plus que jamais menacée. Les deux parrains de ce cessez-le-feu États-Unis-Russes s'accusent mutuellement de le faire capoter. Et puis nous parlons enfin de François Hollande qui annonce des moyens supplémentaires pour lutter contre le terrorisme. Le chef de l'État s'exprimait à l'occasion de la journée d'hommage de toutes les victimes des attentats. Il veut réformer et pérenniser le fonds d'indemnisation. Nous y reviendrons tout à l'heure, c'était ce matin, à l'occasion de cette cérémonie d'hommage dans les jardins des Invalides. On va commencer évidemment cette émission par le zapping sur France Maghreb 2. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. On commence par le France 3 Week-end qui recevait Rachid Benzine, invité à réagir au climat actuel sur la place de l'islam en France et réagir aussi sur les propos d'un député. De Claude Goesgen, député maire Les Républicains, regardez ce qu'il affirme. Nous avons un problème avec les Maghrébins. Il faut avoir le courage d'aborder le problème, non pas dans la discrimination, mais franchement. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, nous sommes aujourd'hui en période préélectorale et donc les digues langagières, notamment sur l'islam, les Arabes, les Maghrébins, sont en train de sauter. Un petit problème sur le son de Rachid Benzine, donc Rachid Benzine que vous connaissez peut-être, Yasser, et donc qui s'exprimait sur le fait notamment de Claude Goesgen qui a rappelé la semaine dernière qu'il y avait vraisemblablement un problème incontestable avec les Maghrébins. Je voulais pas le nom me dit quelque chose, mais je suis pas familier, non. Très bien, donc c'était effectivement Rachid Benzine qui est islamologue et qui s'exprimait donc chez nos confrères de France 3 Week-end, donc dans ce zapping qu'on souhaitait vous faire écouter, mais bon, petit problème de son, ça arrive de temps en temps. Alors on va enchaîner si vous le voulez bien avec ce zapping pour la suite, bien sûr, en vous rappelant que vous pouvez aussi réagir, bien sûr, en nous appelant 08 92 23 99 50. La suite de ce zapping, notamment donc avec ça s'est passé donc ce matin à 9h aux Invalides, on en parlait il y a quelques instants, une cérémonie d'hommage des victimes des différents attentats survenus l'année dernière sur notre territoire, et le message qui a ému tout ce parterre de politiques présents ce matin aux Invalides, celui de Yasmine que je propose d'écouter. Fatima Marzouk, 44 ans, était une femme aimante, épanouie et dévouée à sa famille. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle m'a toujours considéré ses 6 neveux et nièces comme les siens. Elle était un véritable pilier pour nous, pour notre famille. Elle aimait la vie et condamnait le terrorisme sans savoir qu'elle aurait été frappée par ces actes odieux. Nous sommes une famille de confession musulmane et il ne faut surtout pas faire l'amalgame, car ces barbares n'ont ni loi, ni foi, ni religion. Mehdi Achadi n'avait que 13 ans. Que dire? Il laisse derrière lui sa moitié, sa jumelle. On a ôté la vie à un enfant qui avait devant lui un avenir si prometteur. Mature pour son âge, il s'intéressait autant aux adultes qu'aux enfants. Il était un véritable compétiteur.
Mehdi a été élevé dans la foi musulmane qui préconise respect de l'autre et tolérance. Ami Vimal, 12 ans, de confession catholique, qui avait passé la journée et la soirée avec notre famille. Elle s'est éteinte à l'hôpital moins d'1 heure après le drame, sous les yeux de ses parents. Elle voulait devenir avocate ou journaliste. Elle était française, elle était fragile, elle était heureuse. Et c'est pour cela qu'elle est tombée. Ces criminels se sont attaqués, ce soir-là, à un symbole républicain, mais plus particulièrement à des enfants qui représentent l'avenir de la France, mais aussi à des familles, symboles de tolérance, de cohésion et d'amour. L'émotion de Yasmine ce matin aux Invalides à l'occasion de la cérémonie des victimes des attentats de 2015. Je propose maintenant d'écouter un extrait d'un dialogue qui a eu lieu un peu par hasard devant les caméras de France 3 qui prépare un reportage. Ça s'est passé entre cette femme qui porte le niqab, qui est venue déposer une gerbe de fleurs donc sur la promenade des Anglais à Nice pour rendre hommage donc aux victimes des attentats du 14 juillet dernier. Et à ce moment-là, une touriste toulousaine donc se trouvait dans les parages et a des a priori donc sur cette femme, est venue lui parler, et finalement c'est avec le dialogue que ces femmes se sont presque comprises. C'est peut-être avec le dialogue que l'on va peut-être s'en sortir dans ce pays. Vous n'avez pas l'impression de faire un peu de la provoque, ce là? Non. Non? Absolument pas, madame. Et on ne peut pas toujours remettre en cause la sincérité des gens. On ne peut pas toujours dire oui, c'est de la provocation, c'est politique. À un moment donné, il faut s'arrêter et discuter. Et je pense que la meilleure des choses, ça va être le dialogue avec le temps, pour pouvoir faire comprendre aux gens que ce qui peut faire régner une ambiance de paix, sereine. Même si on a, voilà, sereine, c'est le dialogue et de pouvoir essayer de se respecter, de se tolérer. Eh ben moi j'avais pris ça comme une provoque parce que bon, nous on habite à Toulouse et pareil, il y a des femmes en niqab comme ça, elles vous regardent comme si qu'on était de la merde. Non, voilà. pour moi vous n'êtes pas de la merde, vous êtes une personne avant toute chose, vous avez des valeurs humaines et vous ressentez ce que moi je peux ressentir, sauf que voilà, on a des opinions, on a une religion différente. Moi j'en ai pas, alors voilà, comme ça, on est clair. Moi j'ai un père, il était musulman, ma mère était juive, ashkénaze. Et on nous a appris à respecter les religions, mais surtout à ne pas provoquer, c'est-à-dire la kippa, le machin et tout, on ne mettait pas. Et les signes ostentatoires, on ne le mettait pas. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas trop chaud là-dessous? Non, c'est regardez. Moi, c'est aussi côté pratique. Non, vous inquiétez pas, je suis à l'aise. J'ai des tissus très... C'est le côté pratique aussi que je vois. Déjà, non, je suis très bien là, vous inquiétez pas. Bon, je suis contente pour vous. Si c'est votre idée, si c'est votre voilà. vie... Après, je conçois qu'il y a des femmes qui se battent pour autre chose, voilà, mais oui, bon. Quand vous allez en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire, les femmes n'ont pas le droit de se mettre du vernis, au Qatar non plus, et tout ça. Donc, elles essayent de lutter. Elles luttent. Bon. Je respecte. D'accord. D'accord. Je respecte. Autant je les respecte, autant je veux qu'on me respecte. J'ai toujours eu cette conviction qu'un jour on allait pouvoir vivre dans la diversité. Et le vrai combat, c'est de combattre des gens qui sont dans leur tête malade. Ouais. Et là, on a besoin de professionnels, quoi. Je veux dire, nous, on est des citoyens et voilà. Et vous, madame, vous êtes pour la loi qui interdit le niqab en France? En réalité, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça me plaît pas. Moi, quand je vais sur la plage, que je vois une dame qui est, je vais dire un gros mot, qui est enrubannée comme ça, ça me met mal. Ça me met mal parce que moi, je me mets en maillot de bain. Bon, je garde mes seins à l'intérieur. Et c'est vrai que ça me gêne, ça me choque un peu aux yeux. Bon, une fois que la dame m'a dit que c'était son choix, il faudrait discuter avec tout le monde. Voilà, on ne peut pas discuter avec tout le monde. C'est vrai. Cette vidéo, je précise, fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, cette discussion entre ces deux femmes. On va terminer avec un peu d'humour, tiens, bah oui, faut mieux en rire qu'en pleurer. Éric Zemmour qui continue sa promo de son livre à travers tous les médias. Il était l'invité de Ardisson ce week-end sur C8. Il a été pris à partie par Bourdin, Jean-Jacques Bourdin, qui était lui aussi invité de Thierry Ardisson. Je propose d'écouter cet échange pour terminer en beauté, en gaieté, ce zapping. Comment vous voulez assimiler des gens quand un mec qui est bac plus 5 sous prétexte qu'il s'appelle Mohamed, il trouve pas de boulot? Ces gens-là ne devraient pas s'appeler Mohamed. Leurs parents auraient dû leur donner des prénoms français
C'était la règle depuis le 11 germinal en 11, oui, ça remonte encore à Bonaparte, qui a été appliquée sur tous les régimes, qui a été appliquée sous le général de Gaulle, qui a été appliquée sur la Troisième République. Ça s'est arrêté à Mitterrand. Eric, on peut partager, mais je peux pas te laisser parler des prénoms comme ça. On a le droit d'être fier de ses origines. Et quel rapport? Eh bien, quel rapport? On a le droit d'avoir envie de porter le prénom de son grand-père ou de porter le prénom de sa grand-mère. Ce qui est le cas de Rachid Dati, qui a donné à sa fille le nom de sa mère. Bien. Non. Et je vais te dire, aucun législateur, pardon, laisse-moi terminer, aucun législateur, aucun penseur, aucun idéologue n'a le droit de m'interdire de donner le prénom que je veux à mon enfant. C'est la preuve exactement de la conception anglo-saxonne des droits de l'homme. Moi, anglo-saxon, un vieux Sévenol anglo-saxon et protestant quand même. Un mot sur les... Voilà, c'était le petit passage pour terminer. Donc Éric Zemmour, donc interpellé par Jean-Jacques Bourdin, qui est un peu craqué sur le coup. Yasser Louati avec nous et Hakim Rahal qui est avec nous. Comment ça va, Hakim? Oui, ça va. Il est où le billet de retard là? Comment? Il est où le billet de retard? Bah écoutez, c'est difficile de circuler en voiture. Oui. Et je suis parti en retard en fait. J'ai démarré un peu en retard. Bah voilà, faut faire comme Yasser, la moto. Ouais, mais je viens de la banlieue, tout ça. Bah alors? Moi aussi. Bah oui, alors. Moto. Laisse-moi trouver une excuse, Yasser. Bienvenue à vous en tout cas, messieurs. Et blague à part, il y a le feu rue de Belleville sur le tronçon. Ouais, il y a des pompiers. Ouais. Évitez de Jourdain jusqu'à après Place des Fêtes. C'est complètement bloqué. D'accord. Bah, sympa pour ceux qui sont sur la route, effectivement, ça peut servir. Voilà. Hakim, de quoi allons-nous parler dans ton avis tranché? Alors mon avis tranché, c'est tourne autour de. Enfin, je voudrais aborder la question de l'origine des Franco-Maghrébins. Est-ce que on se définit en tant qu'issu de l'immigration ou issu de la colonisation? Très bien. Et le coup de cœur? Alors le coup de cœur, c'est pour un jeune homme extraordinaire, un franco-maghrébin toujours, Idriss Aberken, qui a été révélé lors d'une émission à la télé il y a plus d'1 an, je crois. Donc chercheur, enseignant, biologiste, c'est un génie, ce type, il est exceptionnel. Bon, à découvrir, à écouter donc tout à l'heure. Bienvenue à vous, c'est le Grand Forum, c'est parti avec Hakim Rahal et Yasser Louati. Avec Yasser Louati, militant, et Hakim Rahal qui est toujours chef d'entreprise sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous jusque 18h30, messieurs, avec et bien tout de suite les auditeurs aussi qui ont la parole dans cette émission en nous appelant au 08 92 23 99 50 d'une part au standard pour réagir, commenter, nous interpeller aussi, vous interpeller via aussi la page Facebook sur France Maghreb 2. On a un petit post qui indique un petit peu l'émission, qui intervient, et vous pouvez réagir donc à n'importe quel moment dans cette émission. Je me ferai en sorte de vous lire dès que possible. Et puis également le mobile répondeur sur lequel d'ailleurs je vous souhaitais vous faire écouter un message extrait du mobile répondeur 06 18 21 56 41. C'est un auditeur qui a regardé la télé hier soir. Il a souhaité nous le faire savoir. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde, France Maghreb, Mohamed de Paris. J'appelle pour saluer, j'espère que Inch'Allah tout le monde va bien. J'appelle pour dire, on est en train de regarder là, un reportage là ce soir, on est dimanche, il est 19h à peu près. C'est un reportage sur le Ku Klux Klan. Ça fait froid au dos quoi, franchement c'est violent, qui font des choses clairement en parlant de Jésus, en se revendiquant de Jésus, de la chrétienté tout simplement. Et j'espère qu'un de ces quatre, Christophe, qu'un politicien européen, américain ou même français, ça me ferait plaisir, qui demandera aux chrétiens de descendre dans la rue pour se démarquer de ce groupe criminel, haineux, facho, nazi, tous les extrêmes possibles. Voilà. J'espère qu'on pourra parler aussi des chrétiens, qu'on croit que dans leur religion, il y a aussi des mouvements criminels. Voilà, tout comme Daesh, tout comme tous les criminels du monde, quoi. Voilà, qui se revendiquent de telle ou telle religion. Voilà, merci 7 à 8, franchement là, c'est un bon reportage, pour nous expliquer un petit peu le retour du Ku Klux Klan aux États-Unis. Voilà vos appels, un petit message extrait du mobile répondeur, entre autres parmi vos nombreux appels 06 18 21 56 41, messieurs, une petite réaction sur ce reportage, vous l'avez vu, pas vu? Non, j'ai pas vu, non. Non.
Bon. Moi, je l'ai pas vu, mais je peux réagir sur les propos Allez, de Mohamed. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une différence à mettre entre le radicalisme, on va dire chrétien du Ku Klux Klan et le radicalisme, on va dire islamique de Daesh. D'après ce que j'ai pu savoir, le Ku Klux Klan c'est plus basé sur une supériorité d'une race, voilà, et tandis que Daesh c'est purement des revendications d'ordre politique. Mais pourtant, la droite chrétienne américaine, elle utilise le discours religieux justement pour asseoir une domination blanche. Oh, bien sûr, ça c'est pour ça que certains ils vont dire que le discours religieux c'est de l'opium. Pour je précise à tous les auditeurs auditrices qu'ils peuvent désormais retrouver tous les podcasts de cette émission. On sait que vous êtes très nombreux et nombreuses aussi à nous réclamer depuis un petit moment, et vous avez raison d'ailleurs. Les podcasts des émissions, eh bien vous pourrez le faire sur notre chaîne YouTube France Maghreb 2. C'est très simple, vous tapez France Maghreb 2, vous abonnez à la chaîne et comme ça vous recevrez tous les jours les différentes vidéos, que ce soit les avis tranchés de chacun, les coups de cœur ainsi que le podcast complet de l'émission et les invités quand il y en a. Donc voilà, YouTube, France Maghreb 2, rien de plus simple, donc n'hésitez pas. Avant de parler de ce qui finalement Amou Bouakaz qui était ici et qui fait partie de la team, nous en avait parlé de ce fameux rapport qui allait être publié. Avec une petite semaine de retard, mais c'est pas grave. En tout cas, il y avait eu le prémisse de nous en parler sur France Maghreb 2. C'est paru donc dans le JDD à propos de l'islam de France. Alors, on a eu quand même quelques nouveautés incroyables. Yasser, on est interpellé par ce rapport et Hakim. En fait, le nombre de musulmans en France serait pas de 5-6 millions, mais de 3 à 4 millions. Enfin. Et moi j'ai envie de vous interroger avec vous, chers amis auditeurs, sur l'utilité de ce rapport. Pourquoi il intervient ce rapport et quelle est son utilité? Va-t-il servir à rassurer, j'allais dire, les Français? Dans quel but apparaît-il maintenant? On va se poser toutes ces questions dans un instant, mais avant on va passer aux avis tranchés. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y! Allez, c'est parti pour les différents avis tranchés sur France Maghreb 2. On va commencer par le retardataire Hakim Rahal. Oui. Alors, donc aujourd'hui, je voulais parler. En fait, je me posais des questions du genre qui suis-je, d'où viens-je, d'où est-ce que je viens. Donc, est-ce que on me définit souvent comme issu de l'immigration? Or, la question qui me taraude de l'esprit, c'est de savoir est-ce que finalement, d'après ce que j'ai pu apprendre à l'histoire, que c'est au collège, au lycée et puis plus tard à l'université, est-ce qu'on est issu de les franco-maghrébins sont-ils issus de l'immigration ou de la colonisation? Donc j'ai pas la prétention d'avoir une réponse claire, nette et précise, mais je tends à pencher pour le fait qu'on soit issu de la colonisation. Pourquoi? Parce que finalement on est la conséquence de l'histoire, hein, on n'est pas tombé là comme ça par coïncidence. On est français, ça c'est sûr et certain, mais de quel type de français nous sommes? Est-ce que on est venu ici de notre plein gré ou bien on a subi certaines, on va dire une stratégie politique qui trouve ses sources dans l'histoire, à savoir la colonisation. Donc a priori, quand je regarde l'histoire de mes parents, par exemple, ils sont pas nés, c'est-à-dire en Algérie, en se disant dès le plus jeune âge, tiens, on va aller vivre en France. Donc c'est leur construction de leur personnalité dans la société dans laquelle ils vivaient, voilà, donc qui a fait qu'ils ont été influencés, ils ont acquis un certain capital culturel, social, intellectuel, qui a fait que finalement ils sont venus s'installer et vivre en France. Ils ont donné naissance à un enfant, donc moi-même. Et puis donc est-ce que et en interrogeant mes parents finalement, hein, quand je dis donc on est issu de l'immigration ou de la colonisation, donc bon ils m'ont dit très clairement, enfin à leur sens, que ils ont forcément c'était naturel pour eux et c'était une suite naturelle de venir en France. C'est-à-dire c'était comme si l'Algérie c'était une prolongation de la France, là où ils sont nés, mais finalement aussi que la France était une prolongation de l'Algérie. Donc tout ça pour dire, pour arriver à me faire à l'idée que non seulement l'histoire nous révèle ce que nous sommes, à savoir pour le coup ici issu d'une politique et d'une stratégie colonisatrice, mais aussi que en tout état de cause
je vais pouvoir comprendre, en répondant à cette question, le monde dans lequel je vis aujourd'hui, les discours politiques qui nous sont balancés au visage, l'actualité qui n'est finalement qui est actualité certes, mais en fait ça date pas d'aujourd'hui, le fait de considérer ces Français avec des visages nord-africains ou africains comme ce qu'ils sont français, ils sont immigrés, 3e génération, 4e génération, mais c'est des étrangers, puis en plus ils sont musulmans, puis non, ici on est judéo-chrétiens, donc ça va me permettre de comprendre qu'en fait le traitement, finalement, ce que je me dis, c'est que le traitement de l'islam aujourd'hui et des franco-maghrébins, eh ben, il est peut-être inspiré par la politique coloniale qui a débuté déjà il y a plusieurs siècles. Donc, en répondant à ces questions, c'est bien une chose, parce qu'après on va se dire ouais mais il faut pas voir que l'histoire, il faut voir de l'avant. Et qu'est-ce que l'avenir? L'avenir, en fait, ce que je me dis, c'est que en prenant connaissance de l'histoire, c'est-à-dire et on peut pas s'empêcher de conclure que on est issu de la politique coloniale. Quel serait l'avenir des Français, c'est-à-dire de ces Maghrébins devenus Français aujourd'hui? C'est quoi leur avenir? Qu'est-ce qu'ils auraient proposé au niveau politique? C'est quoi la vision? C'est-à-dire, est-ce qu'on va constamment être considérés comme des immigrés? Est-ce qu'on finalement va appeler un chat, c'est-à-dire on va dire non, on est issu de la colonisation, d'accord. Alors, mais ça veut pas dire que on reste colonisable. Ça veut pas dire que nos esprits ils vont être et notre méthode de pensée va être dictée par justement cette force colonisatrice. Mais au contraire, on faudrait dépasser ça. C'est-à-dire, faudrait dépasser ça pour tracer un avenir où ce qui ferait loi justement, c'est l'entente entre les différentes cultures, entre les personnes qui composent la nation. C'est l'échange des bonnes idées, c'est la critique sur les mauvaises, et dans un but qui vise une chose principale, à savoir la paix et la bonne entente. On pourrait appeler ça le qui suis-je, donc, aujourd'hui. Yasser, une petite réaction par rapport à ce que vient de dire Hakim, à ces interrogations? Je pense que la question est légitime, parce que est-ce que les citoyens de confession musulmane en France vivent aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité de la politique coloniale de la fin du 19e siècle, ou bien est-ce que ce sont des personnes issues de l'immigration? Mais bon, cette immigration, on sait très bien qu'elle-même est la continuité de la relation coloniale entre la France et les pays d'Afrique. Afrique subsaharienne et Afrique du Nord. Maintenant, cette question-là, il faut aussi la regarder sous l'angle économique. Il faut savoir que la France, après la Seconde Guerre mondiale, aussitôt le grand patronat français, la grande bourgeoisie avait le choix entre investir dans des équipements coûteux pour reconstruire le pays, ou bien faire venir de la main-d'œuvre pas chère. Donc, ce serait bien que les Nord-Africains, les Africains ont été emmenés par cargo et par train entier, que des négociations, carrément, il y a eu des accords qui ont été faits de pays à nouveaux pays indépendants pour faire venir ces personnes. Mais quand on voit aujourd'hui qu'à la 2e et 3e génération, on en est encore à parler des musulmans comme si c'était un corps étranger à la nation. Pas plus tard que la semaine dernière. Exactement. Et de toute façon, on va encore parler de l'étude qui est sortie hier de l'Institut Montaigne. Oui, la question mérite d'être posée. Et je pense qu'il y a littéralement ou véritablement un continuum entre la politique coloniale française et la relation de l'État français avec ses citoyens de confession musulmane aujourd'hui. Surtout quand on prend en parallèle, on essaie de faire un parallèle avec le code de l'indigénat. Exactement. À un moment donné dans l'histoire, il fallait se débarrasser, c'est-à-dire les Algériens, les indigènes, qui étaient considérés comme indigènes, il fallait qu'ils se débarrassent de l'islam pour devenir citoyens français. C'est incroyable. Et on sait aussi que la laïcité n'a pas été appliquée en Algérie française, quand bien même il y avait Farhat Abbas et Cheikh Ibrahimi qui étaient partis en métropole pour rencontrer les représentants de l'État français demandant l'application de la laïcité en Algérie française, chose qu'ils avaient refusée. Oui. Pourquoi? Parce qu'il fallait garder sous domination coloniale l'islam algérien et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles têtes qui émergent et que tout discours qui soit hostile à la France en Algérie française soit écrasé ou bien écarté ou discrédité. Et quand on voit que la laïcité elle est appliquée à deux vitesses quand on parle des citoyens de confession musulmane, dans ce cas-là, oui, je pense qu'il y a véritablement une continuité entre la politique coloniale et la relation qu'on a aujourd'hui avec les citoyens de confession musulmane, et qu'il faut pas oublier que les personnes qui gouvernent la France aujourd'hui, quand on connaît le système de cooptation parmi les élites, ont été cooptées par des personnes qui ont administré littéralement l'Algérie
pendant l'ère coloniale. Donc il y a une continuité, il faut juste avoir le courage de l'admettre. Donc on peut dire qu'il y a eu une évolution de la part des Algériens, c'est-à-dire ils ont acquis leur indépendance, mais de la part de la considération des musulmans, les Français, ils n'ont pas évolué. Et il y a eu une sophistication de l'approche coloniale, mais elle a pas, fondamentalement, la relation n'a pas changé. Est-ce qu'on voit véritablement des Français de confession musulmane égaux aux Français sans confession ou de confession catholique ou juive ou protestante? Absolument pas. On voit très bien qu'il y a deux types de citoyenneté, et la citoyenneté de seconde zone appartient à ces personnes qui viennent d'Afrique et d'Afrique du Nord. Mais il faut que ça change, Yasser, hein. Bah, faut que ça change. Ah ouais, Christophe. Mais la question est posée aujourd'hui. En tout cas, elle mérite d'être posée par Hakim Rahal. Je rappelle que l'avis tranché d'Hakim, vous pourrez le retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube France Maghreb 2 dès ce soir. Allez, on passe à un autre avis tranché qui n'a certes rien à voir, puisqu'on va parler des femmes avec Yasser Louati. Exactement, on va parler des femmes, et surtout des femmes que j'ai pu rencontrer, que je continue de rencontrer sur le terrain, que ce soit dans la sphère associative dite militante citoyenne, antiraciste, culturelle et culturelle. Je me rends compte qu'il y a une continuité, c'est un mot qui va encore revenir, c'est que c'est souvent les femmes qui font le gros du travail. Toutes ces petites mains qui composent les associations, qui font le travail de fond, qui sont dans les back-office, qui sont dans l'invisibilité, dans la plupart des cas, si ce n'est pas dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des femmes qui font ce travail, et qui, j'ai remarqué qu'elles le font souvent avec un désintéressement total. Là où j'ai un problème, c'est que les fanfarons dans l'histoire, ce sont encore les hommes et les garçons qui viennent récupérer ce travail pour le mettre à leur compte. Vous me direz, c'est pas important. Oui, mais il faut quand même reconnaître ce travail de fond qui est fait. Il faut savoir dire merci à ces filles qui travaillent souvent quasiment tout le temps de manière bénévole, qui prennent des risques, ça leur coûte du temps, que ce soit du temps sur leur vie personnelle, du temps sur leur vie de famille, des fois sur leurs études. J'en ai vu beaucoup qui ont eu un parcours scolaire qui a été prolongé en raison d'un engagement associatif. Et moi, de là où je suis aujourd'hui, je ne peux qu'apprécier ce travail, leur dire merci pour ce que vous faites. En tout cas, moi de mon côté, je le reconnais, et je sais que vous faites le gros du travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui font ce travail, mais toute proportion gardée, j'estime que ce sont les femmes qui font beaucoup plus de travail et qui demandent beaucoup moins de reconnaissance, et d'ailleurs qui sont vraiment dans ce qu'on appelle le désintéressement total au bénéfice de tous. On a vraiment besoin de prendre exemple sur elles, parce que malheureusement aujourd'hui on voit que la sphère associative est aussi, excuse-moi du terme un peu vulgaire, c'est aussi un business, c'est aussi un moyen pour un entrepreneuriat personnel, développer sa propre marque, se faire connaître et devenir, capable de se faire connaître au niveau national. Mais on veut dire, en soi, il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut savoir encore une fois mettre un ordre dans les priorités. Il faut que nous soyons encore en mesure d'exprimer une maturité politique qui met en avant une ambition collective qui peut avoir des retombées personnelles, et non pas l'inverse, et pas une ambition personnelle qui accessoirement peut avoir des retombées individuelles. Voilà pour moi. Hommage aux femmes, donc, hommage aux avec femmes. Yasser Louati. Aujourd'hui, Hakim, tu partages cet avis? Complètement, surtout que il n'est pas sans savoir que la place de la femme en islam, elle est très importante. L'islam, il a donné toute sa valeur et toute la place à la femme que ce soit au sein du foyer, au sein de la décision politique, au sein de l'enseignement, au sein même à la base même de l'islam. Hein, la première personne à avoir cru dans la mission prophétique de Mohammed alayhi salam, c'est bien Khadija, c'est bien une femme. La première femme martyre, le premier martyr en islam, c'est bien une femme. Donc c'est une base de la société que si elle est dénigrée, effacée, elle n'est pas mise en valeur, la société elle se dérègle. C'est ce que je pense. On peut voir certains signes aujourd'hui de dérèglement de la société avec l'inversement des valeurs notamment. Voilà, écoutez, c'était l'avis tranché de Yasser et de Hakim, des avis tranchés sur lesquels je vous invite, si vous le souhaitez, en tout cas, à commenter, à réagir. Vous pouvez le faire sur donc la page Facebook France Maghreb 2, ou en nous appelant, comme l'a fait d'ailleurs Kamel. Kamel qui est avec nous. Bonsoir Kamel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités et bonsoir aux auditeurs. Kamel. Alors ça tombe bien Kamel, parce que toi tu souhaitais nous parler de ce rapport qui est paru dans le JDD. Alors avant qu'on te laisse t'exprimer, on va rappeler juste les faits. C'est un rapport sur l'islam de France, donc une enquête qui dresse
un portrait des musulmans, de leurs valeurs, de leurs usages, de leur identité. À l'origine donc de ce sondage, l'Institut Montaigne, c'est basé à Paris. En tout cas, c'est une entreprise qui a sollicité l'Institut IFOP pour réaliser cette requête aux résultats surprenants, à plus d'un titre d'ailleurs. Ils sont moins nombreux que certains le prétendent, ils sont relativement jeunes et majoritairement laïcs. Le résultat du sondage réalisé donc au printemps par l'IFOP décrit une population musulmane française plutôt bien intégrée. 3 à 4 millions de musulmans vivent en France, estime l'Institut Montaigne. 84% ont moins de 50 ans. Plus de la moitié vivent en couple ou en famille et une écrasante majorité d'entre eux sont favorables à la mixité. Plus de 90% des personnes interrogées acceptent de se faire soigner par un médecin ou de serrer la main d'une personne du sexe opposé. Alors déjà, on va s'arrêter sur ces points parce qu'elle est très tendancieuse cette enquête quand même, messieurs. Oui. Hakim. Oui. Alors il faudrait savoir que c'est toujours le même problème en fait avec les sondages. C'est les questions posées. C'est l'angle par lequel on aborde les questions. C'est un exemple tout simple. Pour avoir fait une petite étude de marché sur le halal, j'avais trouvé des chiffres moi en 2002 où les musulmans on était 4 millions. Donc je sais pas, on diminue. C'est comme ça on est 3 millions aujourd'hui. Alors comment ils ont calculé ça? Est-ce qu'ils ont pris les gens qui sont inscrits dans les consulats de pays d'origine arabo-musulman? Est-ce qu'ils ont pris les binationaux? Est-ce qu'ils prennent en compte les convertis? C'est pas sérieux ce genre de chiffres en fait. On peut en faire et surtout quand on sait qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres en fait. Alors par rapport au fait que on pose des questions, visiblement on a une petite idée en tout cas, puisque au travers des réponses et de ce qui apparaît dans ce rapport, on parle du serrage de main du sexe opposé, on parle du respect de la laïcité, donc il est assez orienté quand même ce rapport, Yasser, non? Franchement, c'est des rapports qui insultent l'intelligence de la France dans son ensemble. Tous les ans, on fait mine de redécouvrir les citoyens de confession musulmane. Tous les ans, on fait mine de redécouvrir qu'il y a des musulmans qui sont ils sont humains comme nous. Ils acceptent la laïcité. Alors ça fait des décennies que les associations, que les représentants associatifs, que les musulmans eux-mêmes crient sur le toit, nous sommes des citoyens à part entière et nous réclamons cette égalité républicaine. Maintenant, aujourd'hui, on nous sort un rapport avec des chiffres, X% acceptent de serrer la main aux femmes. Wouhou, vraiment, mais quel scoop. Les musulmans acceptent de se faire soigner par des femmes. Non, l'être humain dans son ensemble préfère être soigné par une personne du même sexe. C'est pas un scoop en soi. On nous dit maintenant 3 à 4 millions de musulmans en France. Comme demandait Hakim à l'instant, sur quelle base est-ce qu'on a comptabilisé ces musulmans? Deuxièmement, est-ce qu'on maintenant, on pourrait se poser la question sur la date de publication de ce rapport, où on est à quelques mois d'une échéance électorale majeure. Donc en gros, si on écoute les chiffres, si on voit ce qui a été dit, comment ça a été commenté, pour moi, c'est vraiment pas du cynisme, c'est pas encore une fois de voir tout noir ou de voir que ce qui va pas. Pour moi, c'est littéralement pour conforter le discours islamophobe ambiant. En gros, ne vous inquiétez pas, ils ne sont que 3 à 4 millions. Il n'y a pas de vote musulman en France. Les conversions ont été divisées. Il y a moins de musulmans que ce qu'on espérait. Ils sont moins structurés. Ils sont plus assimilés, etc., etc. J'aurais bien aimé, et en plus, je veux dire, ce qui est dit en termes de relations citoyennes entre ce qu'on appelle, entre guillemets, les musulmans, allez savoir de confession, de culture ou de prénom, j'en sais rien, entre ces personnes-là et le reste de la population française, pourquoi est-ce que parce que quand c'est IFOP qui le dit, ça deviendrait plus crédible. Ouais. Ça fait des décennies que les associations vous disent, vos voisins, vos collègues de travail, vos camarades de classe, les passants dans le métro, les passants dans la rue, les personnes avec que vous côtoyez, les connus ou les inconnus, sont des gens comme vous. Et on a entendu à l'instant un témoignage poignant d'une proche de victime du massacre du 14 juillet à Nice. Vous voyez bien que ce sont des êtres humains faits de chair et de sang comme tout le monde. Sauf que là, on nous refait une étude pour dire, vous savez quoi, après tout, ils sont humains. Pour moi, c'est véritablement une insulte que ces études-là cessent, qu'on cesse de faire un constat tous les ans en période électorale ou tous les ans pour ressortir la carte il y aurait une problématique musulmane qu'il faut traiter et après tout ce sont des gens comme nous qu'on commence à agir véritablement. On demande des actions concrètes. Kamel, ne bouge pas, on va te prendre dans un instant, ne bouge pas, on va parler avec toi puisque on va encore découvrir des choses assez incroyables dans ce rapport. Moi je me pose simplement une question, monsieur.
est-ce qu'il n'y a pas dans ce rapport, encore une nouvelle fois, une manière de stigmatiser, de dire qu'au travers de tous les musulmans, ce sont là tous les terroristes potentiels, puisqu'on vise à rassurer et à faire, si vous voulez, de manière sciemment, le rapprochement entre islam et terrorisme, barbarie, Daesh et compagnie. Encore une fois, on va entretenir le flou, et c'est là que ça me dérange, personnellement. Dans un instant, on y revient. Christophe sur France Maghreb 2. Voilà, vous pouvez réagir à cette émission aussi sur Facebook, France Maghreb 2, sur le post en question, réagir à ce que vous entendez, d'accord ou pas d'accord avec Hakim Rahal qui est avec nous aujourd'hui, avec Yasser Louati, avec les auditeurs aussi qui nous appellent au 08 92 23 99 50 par le biais des mails lgf@francemaghreb2.fr et puis le mobile répondeur aussi 24h/24 06 18 21 56 41, en vous rappelant que vous pourrez écouter donc les podcasts de l'émission sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2 ainsi que y retrouver les avis tranchés et coups de cœur de nos chroniqueur. Alors nous étions avec Kamel. Alors Kamel, il y a juste, si tu permets, mon cher Kamel, je sais que tu es quelqu'un de patient, quelqu'un qui souhaite interpeller Hakim par rapport à son avis tranché. Elle s'appelle Mina. Bonjour Mina. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Bonjour Mina. Bonjour Mina. Alors, à la réponse à la question, qui suis-je de Hakim? Désolée de vous interrompre. J'aime beaucoup Christophe, ses émissions et bravo pour tout ce que vous dites. Alors je vais pas vous retenir longtemps. J'ai 65 ans, j'ai 3 enfants, j'ai une enfant malade, très malade, et c'est pour cela que je suis restée en France. Et ma question est la suivante. L'aîné, il a 40 ans, les 3 enfants sont français. L'aîné, il a 40 ans, et il a une société où il n'a que des Français. Alors nous sommes des musulmans, vraiment très pratiquants, mais quand même on est musulmans. Ces derniers temps, il n'arrête pas de me dire moi, il est parti avec son frère. Le frère, il est plus pratiquant. Ils sont partis en Inde et il a refusé de rentrer pour visiter une mosquée ou je ne sais pas. Et quand je lui ai dit pourquoi, il me dit moi, maman, je suis 2 parents musulmans. C'est-à-dire, il me dit, je ne travaille qu'avec le français, je suis né en France, je suis pas très pratiquant, je fais le ramadan, mais en ce moment, je suis en train de me dire, si je suis vraiment musulman, c'est vous qui êtes musulman. Alors, la question que tu as posée, Hakim, je crois, oui, Mina. Qui suis-je, à votre avis, vieille comme je suis, quelle serait je lui ai dit, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas transmettre? Il m'a dit, mais maman, ça va remettre tout en question. Et ce matin, j'entends Radio Courtoisie, il dit à peu près le même raisonnement. Il dit que ça aurait été bien, au lieu de se corréler avec les jeunes de la banlieue, on doit les récupérer, leur dire, vous êtes français, vous êtes nés en France, donc systématiquement, vous deviez tenir compte de la vraie religion de la France. Alors Mina, moi, ça me fait très mal. Et quand je vous ai entendu parler de cette histoire qui suit, c'est vrai que c'est une difficulté pour ceux qui sont nés ici. Merci Mina, en tout cas. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Hakim, donc interpellé par rapport au qui suis-je. Oui. Et là, le témoignage finalement d'une dame âgée de 65 ans qui a des enfants et qui doit aussi répondre et faire face aux interrogations de ces derniers. Une question finalement qui est toujours d'actualité, hein, mon cher Hakim. Oui, donc alors si je comprends bien par rapport au témoignage, c'est très pratique de Mina et merci pour votre témoignage et je suis de tout cœur avec vous dans le soutien et de vos enfants et aussi dans la compréhension des propos qu'il vous a tenus. Alors moi ce que je vois déjà comme conseil à vous donner à vous et pourquoi pas à votre enfant en toute humilité, c'est de bien différencier les choses. C'est-à-dire il y a un volet historique parce que dans mon intervention moi je parlais de l'histoire, hein. Donc le qui suis, c'est pour répondre à la question de l'identité, de ce que je viens. Donc d'où est-ce que je viens, donc l'origine. Donc là c'est l'histoire. Mais aussi madame, vous mettez et ce que votre fils vous a dit, c'est oui mais moi je suis musulman. Ça veut dire ça c'est une philosophie, une pensée, une éthique. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois l'histoire. Il faut pas avoir honte de l'histoire.
D'accord. Et il faut pas avoir, et à la fois on va dire la pensée philosophique, le fait de se poser des questions, quel est le but sur terre, d'où je viens, tout ce qui est de domaine religieux, on va dire. Ouais. Mais c'est pas une embrouille, madame, soyez rassurés. Au contraire, on est dans de la recherche. Tant qu'il y a de la recherche, tant qu'il y a de la discussion, il y a de l'avenir. Alors, avec Kamel, nous parlions avant la pause, messieurs, de ce fameux rapport. Je précise et rappelle, et plutôt informe que pour être tout à fait complet, dans ce rapport, pour près d'un tiers des musulmans de France, la pratique de l'islam est devenue rigoureuse. Chez les jeunes, les rites et les interdits sont plus respectés aujourd'hui que par le passé. Le port du voile, la consommation de viande halal, la laïcité permettent de dégager 3 profils principaux. Les sécularisés, totalement laïcs, représentent 46% de la population musulmane. 25% se disent fiers de leur religion et 28% sont des ultras qui prônent un islam radical, certains allant jusqu'à la rupture avec les valeurs de la République. Ces derniers sont surtout représentés chez les jeunes, un phénomène inquiétant puisqu'il pourrait être générationnel et ne pas s'atténuer avec la maturité. Voilà ce que l'on a retenu de ce rapport publié donc dans le JDD, rapport par l'Institut Montaigne. Mon cher Kamel, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, rebonsoir à tout le monde. Alors moi, ce que ça m'inspire, c'est d'être vigilant et d'être à l'écoute. Finalement, ce qu'il faut, c'est retenir un peu tout ce qui se passe. À la fois tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, ceux qui ont quelque part dérivé, insulté, etc. Je crois qu'il faut que nous restions les uns et les autres comptables, unis et comptables de tout ce qui se produit. Tu n'es pas sans te rappeler, mon cher Christophe, qu'il y a quelque temps, bien avant les vacances, tu nous engageais tous, et depuis très longtemps d'ailleurs, à ce que nous ne soyons pas simplement à venir discuter à la radio ou à déblatérer ou à dire oui, il faut faire ceci, mais il faut produire, il faut agir. Ouais. Yasser, je sais pertinemment que c'est un éminent militant, et je sais que tout ce qui se prépare, il y a énormément de choses qui se préparent contre la lutte, contre l'islamophobie, etc. Et c'est tant mieux. Je réponds à notre ami Hakim, les associations ont un sens. Elles ont un sens et il faut les soutenir. Il faut continuer ce soutien auprès des associations. Oui, et oui, non, je te rejoins. Kamel, relever celles qui, très souvent, le travail est proche du néant. Et ça, je suis d'accord avec toi. Alors, je rappelle simplement, mon cher Christophe, je vais vite parce que je sais que beaucoup attendent. Oui. Je vais vite pour simplement indiquer que tu sais très bien que j'en ai fait l'annonce sur l'antenne. Nous avons monté un petit collectif qui s'appelle le collectif des citoyens musulmans pour la paix, qui lance la première grande consultation, la consultation nationale des citoyens musulmans. C'est justement pour se parer de ce genre d'initiative. Moi, je dis qu'il y a ces musulmans qu'on stigmatise, etc., à qui et l'on dresse justement une espèce de gestion néocoloniale. C'est à nous de faire notre propre consultation. C'est bien pour ça que j'ai invité un certain nombre de personnes, d'ailleurs, qui viennent de milieux divers et variés. C'est une consultation nationale qui va durer jusqu'à la fin de l'année, sur laquelle on travaille encore sur les questions. Ça devait apparaître un peu plus tôt, mais c'est vrai que les questions que nous allons poser vont être des questions pertinentes, qui vont certainement justement remettre les choses à leur niveau. Il faut que nous prenions la parole. Je veux répondre à cette dame Mina qui vient d'intervenir. Il faut garder espoir. Il ne faut pas sombrer dans la désespérance d'espérer. Il faut garder espoir. Nous vaincrons, j'en suis certain, et vous verrez très vite que va se dessiner un changement inéluctable nous concernant. Mais ça, c'est un passage obligé, et c'est finalement les nervis ou les capots comme Monsieur Zemmour, etc., que l'on met en avant. Nous allons bien évidemment gagner. Rejoignez les associations, rejoignez les mouvements comme ceux qui organisent là très récemment dans le 20e des choses, ou à Marseille, ou à Montpellier autour du CRI. Il faut rejoindre, il faut s'investir, il faut porter sa pierre. Nous avons un devoir et une obligation entre nous. Merci encore. Merci Kamel. Merci encore Christophe, merci à tous les auditeurs, merci à tes invités. Merci Kamel. Restons unis. Merci à vous en tout cas Kamel, également Nora qui souhaite nous rejoindre pour parler de ce rapport. Nora, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, j'ai entendu par rapport je m'excuse du mot, par rapport au rapport. Écoutez, c'est désolant, d'une part, puisque ce qui est étonnant, bon, tellement je suis émue par rapport à ce que j'entends chaque jour, que vraiment il y a des fois les mots s'en vont.
franchement, moi, ce que je trouve, ce qui est aberrant, c'est surtout quand on pense que la France, la majorité sont nés et la plupart sont venus petits, donc on devrait les considérer plus français que que d'enfants étrangers, qui est malheureux. Et on parle plus à chaque fois quand je rentre, j'ai mal au cœur quand on est constamment en train de faire une discrimination par rapport à la religion musulmane. Parce que je suis de confession musulmane, je le revendique et j'aime ma religion parce qu'elle apporte beaucoup de bonnes choses. Donc quand il a fait référence Kamel, que j'ai beaucoup aimé ce qu'il vient de dire, que parler d'un haineux comme Zemmour, pour ne pas le nommer, on devrait même pas épeler normalement, logiquement son nom, sachant que malheureusement aujourd'hui les médias, pour faire du scoop ou du buzz comme aujourd'hui on dit, il faut qu'ils invitent des gens qui dégoulinent de méchanceté, qui dégoulinent de haine. Ils sont là pour diviser les Français. Mais vous savez, moi je suis venue petite en France. Et je vous assure que les Français que j'ai connus, ils étaient hyper gentils. Aujourd'hui, malheureusement, je ne veux pas vous choquer, Christophe, je vous estime beaucoup, je vous le jure. Mais je vous assure, les vrais Français, ils ont toujours été adorables. Aujourd'hui, la majorité, ceux qui sont racistes, c'est des mélangés. Quand on a affaire à Zemmour, il n'est pas plus français que moi. Vous savez, et tout le reste, est plein comme ça. Parce que le français, il est beaucoup plus tolérant que ça. Et ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend du hardisson, quand on entend malheureusement des France Inter qui font ces gorges chaudes avec des émissions, des raccourcis en disant qu'ils ont fait des émissions, ils ont filmé des soi-disant des islamistes, comme ils disent entre guillemets, parce que islamiste, c'est l'étymologie, il faut reconnaître, c'est l'islam. Même ce mot-là, on ne devrait même pas l'employer. Il faut dire Daesh, enfin, et encore Daesh, tous ces gens-là, ces terroristes, ces voyous, qu'ils ont été fabriqués de toutes, qui ont été fabriqués par les Américains pour mettre le désordre dans les pays riches comme l'Irak, la Syrie, etc., pour mettre le désordre pour que l'Israël, malheureusement, dorme tranquille. Ça, c'est une réalité qu'il faut dire. Alors, Nora, on a bien entendu on a bien entendu votre propos, en tout cas. Et je vous remercie pour les invités, mais il faut à chaque fois dénoncer ces médias qui se font des gorges chaudes pour discriminer, casser l'islam. Parce que l'islam, elle est quand même l'ouverture. Elle est le début, elle est la fin des religions. Ça, faut l'admettre, malheureusement. Merci. Écoute, sur ce, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Et je vous remercie, hein. Au revoir. À très bientôt, Nora. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pour ce rapport, moi, j'ai des questions à poser quand même, Yasser et Hakim. Ouais. Pourquoi maintenant? Quel but? Exactement. Est-ce qu'il y a une volonté, encore une fois, de nuire au travers de ce rapport? Parce que quand même, on y apprend par exemple que 30% des gens ne vont pas à la mosquée, que 54% mangent halal. Enfin, quel est l'intérêt, si ce n'est encore une fois à créer la zizanie et peut-être de menacer un vivre ensemble qui est déjà bien abîmé? Mais c'est exactement. Enfin, je disais tout à l'heure quand j'en ai parlé, c'est qu'encore une fois, on est dans on donne une couverture scientifique à un discours stigmatisant. Qu'est-ce que c'est que cette étude qui vient nous dire que des musulmans serrent la main aux femmes, que des musulmans accepteraient de se faire soigner par un homme ou par une femme, et qu'on nous pond un rapport comme celui-ci à quelques mois de l'élection présidentielle, quand on connaît déjà le climat nauséabond qui est en train de régner en ce moment, et le signal qui a été envoyé via l'affaire du Burkini que l'élection présidentielle a commencé beaucoup plus tôt que traditionnellement et qu'elle a été ancrée sur les questions identitaires. Et en gros, vu que les gens ne négocient pas qui ils sont, on est voué à aller au clash des identités parce qu'il y a une incapacité nationale à développer une identité partagée et chacun développe, ou plutôt la droite conservatrice identitaire, le Front National, et qui n'est pas le cœur du problème maintenant parce que son discours s'est banalisé et s'est généralisé, la gauche identitaire et la sphère fasciste, islamophobe, etc., se mettre d'accord pour battre le tambour et nous vendre une identité dominante aux dépens de ces citoyens de confession musulmane. Donc oui, cette étude a été publiée. Sincèrement, ses effets seront plus néfastes que bénéfiques à la France. Quant à maintenant le contenu de l'étude, sincèrement, j'ai vu les chiffres, j'étais sidéré. J'étais sidéré qu'on puisse mettre des chiffres sur des évidences et qu'on puisse encore une fois devoir parler des musulmans en période électorale comme s'ils étaient fraîchement arrivés.
Est-ce qu'on parlerait par exemple des Hongrois comme Nicolas Sarkozy qui est un Français de la première génération? Ça, on le fait pas. Pourquoi est-ce que des musulmans qui sont français depuis 3, maintenant voire 4 générations, on continue à parler d'eux comme des citoyens étrangers qui sont inassimilables parce que intrinsèquement différents? Non, sincèrement, c'est une étude pour moi qui est malheureuse. On en aura encore d'autres, on aura encore des sondages bidons et je vais y venir tout à l'heure pour parler de des aides financières qui font la promotion de ce genre de discours et qui ne font qu'asseoir un peu plus le discours raciste et nauséabond en France. D'accord avec Yasser Hakem sur le fait de nuire une nouvelle fois au travers de ce rapport à la communauté musulmane de France? Enfin, alors, je dirais que j'apporterai une nuance en disant que ce genre de rapport, il s'inclut bien évidemment dans une stratégie politique et de préparation des présidentielles, à savoir cristalliser et mettre le focus sur une communauté en particulier, à savoir les musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils ne votent pas encore assez massivement. Allez prendre vos cartes d'électeurs au passage. Parce que les musulmans, ils ne font pas savoir leur voix d'une manière unie. Parce que les musulmans, c'est très facile de mettre à dos ce qu'ils aiment à appeler, je suis contre ça, l'identité judéo-chrétienne contre l'identité musulmane. Donc tout ça rentrant dans la fameuse théorie du choc des civilisations que je réfute totalement. Donc ça c'est pas étonnant. Mais à quelque chose malheur est bon, on doit se dire. C'est-à-dire que ce genre de sondage pernicieux, parce que il peut permettre justement à la cible, c'est-à-dire les musulmans, de secouer un peu, de se réveiller un peu, de prendre conscience que finalement ils sont très à la mode, on en parle beaucoup et on va en parler encore pas mal, voilà, et qu'il serait temps peut-être de conscientiser tout ça et de se rendre compte qu'on est vachement important et qu'on représente une force. Et non pas une faiblesse, mais on représente une force pour la France. Une force de proposition, une force économique, une force démographique, une force sociale, une force culturelle. Donc le sondage, il est ce qu'il est, et on n'empêchera pas qu'il y ait des sondages, mais sachons regarder, essayons de comprendre que c'est peut-être une bonne occasion pour se rassembler et prendre conscience de notre valeur en fait. Mais est-ce qu'il y a, au travers de ce sondage aussi, une volonté peut-être d'entretenir un amalgame, un flou, qui est à dire finalement musulman égale terroriste, ou alors qu'on essaie d'expliquer le contraire, que cela n'a rien à voir avec la religion musulmane. Dans ce rapport, on y apprend que 28% ou 25%, je sais plus, ne respecteraient pas les valeurs de la République, seraient prêts à s'en détacher. Enfin bref, c'est encore une fois peut-être une volonté de qui, j'en sais rien, mais si vous voulez, de casser cette nuance qu'il y a entre les barbares qui se radicalisent non pas dans les mosquées mais sur internet ou ailleurs, et les musulmans qui eux pratiquent leur religion, j'allais dire tranquillement, sans emmerder personne. Yasser. Je veux dire, pour rebondir, pour être honnête sur ça, c'est que d'abord la question des je crois 25 ou 29% qui considéraient que la loi islamique serait supérieure à la loi de la République. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là appliquent ce qu'ils pensent. Ouais. Quand Mario Maréchal Le Pen dit que la République la gonfle, ça n'a choqué personne. Qu'on demande aux cathos traditionalistes ce qu'ils pensent de la laïcité, de la République qui n'a pas de confession, qui ne reconnaît aucune religion, et on verra ce qu'ils vont vous dire. Pourtant, quand c'est des musulmans qui vont dire, par exemple, j'estime que la loi dans mon cœur est supérieure, enfin que la loi divine est supérieure à la loi des hommes, mais tant qu'ils respectent la loi et l'ordre public, ça dérange personne, ça reste une opinion. Et on n'a pas à le juger pour ça. Pourtant, quand c'est un musulman qui fait, ça pose problème. Qu'on demande à des juifs orthodoxes ce qu'ils pensent des lois de la République. Et on verra ce qu'ils vont vous dire. Donc il y a un moment, faut arrêter justement avec cette stigmatisation permanente. Quand c'est un citoyen lambda, ça passe. Quand c'est un musulman qui le dit, ou même qui le pense, ça pose problème. Et encore une fois, là, cette étude-là, je me répète pour la 3e fois, c'est qu'on est encore, c'est même pas la question de pas d'amalgame, c'est pas des terroristes, c'est juste en gros, oui, en fait, les musulmans sont différents, donc il faut en parler avec des termes un peu plus scientifiques. Voilà, Ben non. Voilà sur ce que vous pouvez dire, en tout cas, aujourd'hui, sur ce rapport, on va pas non plus y passer diplôme, parce que franchement, voilà. Faut pas accorder plus de valeur que ça n'a, réellement. Ouais, alors je sais que certains intellectuels dans cette communauté, essaie d'y accorder beaucoup plus que finalement ça doit être, mais
D'abord, ce genre de rapport me dérange, moi, sur le fait de se focaliser sur une religion. Alors, si on fait ça pour toutes les religions. Et pourquoi stigmatiser une nouvelle fois des gens qui sont déjà frappés, stigmatisés à longueur de journée dans les médias? On n'a pas besoin d'un rapport. Les politiques s'en chargent déjà très très bien, les médias aussi. Donc voilà. Par contre, j'ai une demande. Oui. Si vraiment il y a de l'argent à faire pour faire des études, qu'on nous fasse une étude sur les contenus racistes dans les discours publics de nos responsables politiques et de l'islamophobie permanente qui est devenue un véritable business dans les chaînes privées et dans les chaînes publiques. Ce serait vraiment intéressant qu'on ait des chiffres sur cette question-là. Ah, ouais, mais ça intéresse moins, c'est moins vendeur, mon cher Abi Yasser. Ça pourrait l'être. Hein. Ça pourrait l'être, mais ça pourrait l'être. Je sais pas s'ils sont focalisés là-dessus. Alors, on va changer de sujet, messieurs. On va parler de cette trêve qui ne tient plus qu'à un fil, faut bien le reconnaître. Officiellement, en tout cas, la trêve en Syrie, en vigueur depuis une semaine, n'a pas été rompue. La mesure expire donc théoriquement dans l'après-midi. Et on ne sait pas d'ailleurs encore si elle sera reconduite. Il faut dire que le week-end a été relativement tendu. Il y a eu cette bavure américaine qui a fait entre 60 et 90 morts dans les rangs de l'armée syrienne. Ensuite, ces frappes sur Alep hier, dimanche, dont on ne connaît pas les auteurs, mais qui pourraient être des raids de l'aviation russe. À ces tensions vient s'ajouter donc le fait que les convois des Nations Unies devant apporter une aide humanitaire pour la population de l'Est d'Alep, ces convois sont toujours bloqués à la frontière turco-syrienne. Ce que déplore le responsable de la coordination de l'aide d'urgence de l'ONU. Il précise donc qu'aujourd'hui, 275 000 personnes sont prises au piège, sans nourriture, sans eau, ni abri, ou soins médicaux. Alors la trêve en Syrie peut-elle tenir dans ces conditions? Question que je vous pose, messieurs, tout comme également. Est-ce que cette trêve va être prolongée? La balle est sans doute donc dans le camp des deux parrains de ce cessez-le-feu que sont la Russie et les États-Unis. Votre avis nous intéresse là-dessus. On en reparle si vous voulez bien dans un instant avec vous, chers amis auditeurs, pour réagir et nous apporter aussi votre commentaire qui nous intéresse par mail lgf@francemaghreb2.fr, sur la page Facebook France Maghreb 2, sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41, ou pour interpeller directement nos deux débatteurs, chroniqueurs Yasser Louati et Hakim Rahal, 08 92 23 99 50. Bon début de soirée, bon retour à la maison dans les bouchons probablement. Merci d'être avec nous et bon début de soirée à l'écoute de votre radio France Maghreb de Le Grand Forum. Avec aujourd'hui Yasser Louati et Hakim Rahal qui sont avec nous bien sûr pour commenter l'actualité. Avant de parler de la Syrie, messieurs, un petit commentaire qui m'a bien fait rigoler sur Facebook, sur la page Facebook France Maghreb 2, celui de Karim qui nous dit salam alaikum, je sers là-bas des femmes et je mange halal. Je suis pour le voile mais pas pour le voile intégral. Je suis dans quelle catégorie du fameux sondage? C'est ce que se pose comme question mon ami Karim, donc en commentaire sur la page Facebook. Voilà, on a envie de nous ranger dans des camps finalement, hein. Vous êtes dans tel camp, vous êtes dans tel courant de pensée, etc., etc. C'est un peu ce que je retiens du commentaire de notre ami Karim. Alors, parlons de la Syrie maintenant et de ce qui s'est passé avec ce bombardement qualifié d'erreur par la coalition et donc par les États-Unis, qui a fait entre 60 et 90 morts dans les rangs de l'armée syrienne arabe, l'armée syrienne libre officielle. Et cette frappe à Alep hier, dont on ne sait pas trop bien qui a fait ces frappes, a priori ce seraient les Russes. On assiste visiblement donc à une bataille entre deux blocs. D'un côté la Russie, les Iraniens et les Chinois, et puis de l'autre les Américains et les Européens aujourd'hui. Et l'otage de tout ça évidemment la Syrie. Messieurs, est-ce que cette trêve quel avenir peut-on lui donner? Parce que là, elle a été fortement abîmée avec ce qui s'est passé. Et doit-on croire à un bombardement? Erreur de la part des États-Unis. Yasser. Ben écoute, d'abord, faut quand même faire le constat, c'est que l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui est basé à Londres parle de 29 enfants qui ont été tués et 17 femmes en plus. Mais un épisode comme celui-ci n'est pas étranger, c'est pas quelque chose de nouveau. Les Américains ont régulièrement bombardé leurs propres alliés, que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan ou même en Irak. Par rapport à cet observatoire, Yasser, permets-moi d'avoir quand même des doutes quand on est basé à Londres, d'avoir des nouvelles, de pouvoir donner des chiffres comme ça assez macabres de ce qui se passe sur le terrain. Ça me paraît un peu particulier. Mais bon, ça ce n'est qu'une réserve de ma part. Maintenant, si les Américains ont commis entre guillemets une bavure, même si le mot me fait rire, est-ce qu'ils sont prêts à lancer une enquête indépendante
pour remonter les événements et pour enquêter. Ils ont refusé de le faire quand ils ont bombardé l'hôpital de Médecins sans frontières en Afghanistan. Ils ont systématiquement refusé de le faire à chaque fois qu'ils ont été accusés, que ce soit en Pakistan, en Afghanistan. On voit qu'il y a une culture de l'impunité au sein de l'armée américaine et même de l'état-major qui bombarde. De toute façon, ils rendent compte à personne. On n'a jamais vu des soldats américains traîner devant la justice internationale. D'ailleurs, on n'a jamais vu un responsable américain traîner devant la justice internationale. Donc comment est-ce que voulez-vous que cet épisode-là s'arrête? Ça ne s'arrêtera pas. On parle aujourd'hui de bavure. Allez savoir qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Et si les Américains estiment que c'est une bavure comme ils le disent, dans ce cas-là qu'ils lancent une enquête autonome. Mais ils le feront pas. Donc... S'agit-il d'un soutien indirect à Daesh de la part des Américains, Hakim? Alors, je suis pas spécialiste de la géopolitique et de cette région, mais tout ce que je peux savoir, c'est comme beaucoup d'entre nous, même on est au fin fond de notre banlieue parisienne, c'est que j'ai beaucoup, mais alors là, beaucoup de mal à croire à une bavure d'une telle ampleur, sachant que tout est pensé, tout est calculé. Il y a toujours des erreurs, hein, il n'y a pas de perfection, c'est sûr, mais tout est pensé, tout est calculé. Le moindre millimètre à droite ou à gauche, tu peux changer la donne avec les alliés, les non-alliés, les alliés, on va dire, dans l'ombre, les hommes de main, ceux qui font passer les valises, ceux qui font passer les camions, ceux qui font passer les marchandises. J'y crois pas à la bavure. Ça s'organise. Il y a une feuille de route. Ils veulent, chacun veut à son intérêt et personne veut lâcher à l'autre ce que l'autre désire. Donc après, qu'il y ait des événements comme ça, ça va juste mettre en exergue les limites, on va dire, de l'information, en fait, de dire voilà, les Américains sont dans ce camp, les Russes sont dans ce camp. Et au moment de la bavure, on se dit bah tiens, tout est mélangé en fait. Ouais. Tu vois, tout est. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et on veut nous faire croire une bavure à la fin. Non, moi j'y crois pas du tout. Alors j'ajoute que des avions turcs ont frappé hier des positions du groupe Daesh dans le nord de la Syrie. 3 cibles de Daesh ont été visées. La Turquie poursuit ainsi son opération bouclier de frappe contre Daesh et contre les milices kurdes également. Ankara souhaite d'ailleurs étendre vers le sud sa zone de contrôle en Syrie, notamment vers Al-Bab. C'est ce que déclare aujourd'hui le président Erdogan. Le rôle de la Turquie aussi dans ce conflit syrien, Yasser. Pardon ? Le rôle de la Turquie dans ce conflit syrien. Mais c'est toujours la question majeure du conflit, c'est que de quel côté est-ce qu'on place la Turquie? Est-ce qu'on la place du côté des alliés ou est-ce qu'on la place comme un acteur autonome du conflit quand on sait qu'elle a avancé sur les positions du PKK, enfin plutôt du YPG, etc. Encore une fois, pour moi, ça reste la variable qui n'est pas prévisible. La question turque, parce qu'on sait très bien que le pays est déjà menacé il reste sous tension à l'intérieur suite au coup d'État manqué. On sait très bien que la Turquie n'a pas véritablement été soutenue lorsqu'elle a été bombardée à plusieurs reprises par les groupes terroristes. On voit que la Turquie maintenant est en train de changer son fusil d'épaule et que c'est rapproché de la Russie et que maintenant elle est en train elle s'est engagée dans une désescalade vis-à-vis de la Syrie. Franchement, pour moi, c'est vraiment la question à laquelle on peut pas répondre. Hakim, t'as une petite idée concernant dans ce conflit syrien? Donc, déjà aborder la Turquie et se permettre de juger de juger la Turquie, on ne peut pas se faire sans étudier la position géographique de la Turquie. Ouais. La Turquie, elle est à cheval entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. Elle a une position très très particulière. Donc, est-ce que cette position particulière fait que la Turquie, elle peut sembler faire un jeu trouble? Moi, tout ce que pas trouble. Non, mais c'est qu'encore une fois, on peut pas prévoir à l'avance ce qu'elle va faire, puisqu'elle est déjà menacée de l'intérieur et de l'extérieur sur les frontières. Oui, on peut c'est-à-dire, on va dire que les agissements et les positions de la Turquie, ils ne peuvent être que la conséquence de leur position géographique. C'est ça que je cherche à dire. C'est-à-dire, voilà, la Turquie, elle se trouve là où elle est en pleine liaison du conflit. C'est-à-dire, elle est à l'intérieur. Et que personne n'a intérêt à ce que la Turquie soit embourbée ou que. Surtout pas. Il faut pas. La question du terrorisme, de la crise des réfugiés, la question syrienne. Jamais. Il y a eu une tentative, on s'en souvient. Ouais, on sait. Bon, après, l'escalade, peut-être que c'était un coup d'épée dans l'eau ou c'était. Ouais. Il y a différentes théories là-dessus, mais en tous les cas, la Turquie, elle doit être maintenue stable, à la fois pour les intérêts américains et à la fois pour les intérêts russes.
Très bien. Alors si vous souhaitez évidemment réagir, vous êtes les bienvenus pour nous parler donc de ce qui se passe en Syrie. Comme Yasser ou Hakim, est-ce que vous pensez impensable l'erreur donc des États-Unis concernant cette frappe de l'armée, de ces soldats syriens, entre 60 et 90 morts du côté de Deir ez-Zor, et puis donc cette frappe hier aussi qui a une nouvelle fois frappé Alep, visiblement à l'origine de la Russie, qui menace donc sérieusement cette trêve. Et la Russie et donc les États-Unis qui sont, on va dire, les parrains, les acteurs de ce conflit actuel. Autour de cela, évidemment, d'un côté, on préserve ses intérêts pour ce qui est de la Russie, en tout cas en Syrie, et on appuie, on soutient Bachar al-Assad. De l'autre, on demande le départ unilatéralement de Bachar al-Assad, pensant que ça allait résoudre tous les problèmes. On est loin d'imaginer que ça ne résoudra rien du tout, qu'il parte ou qu'il reste. Le problème n'est évidemment pas là. Le problème est l'infiltration de groupes terroristes financés, orchestrés par les puissances internationales des pays du Golfe, des États-Unis, de l'Europe et de tous ces... On se souvient quand même, j'aime à rappeler régulièrement cette phrase de Laurent Fabius lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères en parlant d'Al-Nosra, qui est un groupe terroriste, une filiale d'Al-Qaïda. Ils font du bon boulot en Syrie. C'est quand même le ministre des Affaires étrangères français qui avait déclaré cette chose incroyable. Preuve que la diplomatie française, franchement, ne pèse plus grand-chose, quoi, Yasser, non? Ou qu'elle joue un jeu trouble et qu'on en paie les conséquences ici en France. Il faut pas oublier ce qu'ils ont dit au Bataclan. Tout ça, c'est pour ce que vous faites en Syrie, pendant qu'ils étaient en train de tirer sur les gens dans la salle de concert. Faut pas l'oublier, ça. Ouais. Il y a Hakim sur justement la diplomatie française, sur les déclarations de Laurent Fabius, sur le va-t-en-guerre de Hollande, qui est, je le rappelle, et qui fait de notre pays, la France, le pays le plus guerrier au monde, avec la présence dans 7 conflits dans le monde. Ce qui fait aujourd'hui qu'il faut s'attendre à des conséquences, et les conséquences on les a eues, et on les aura malheureusement peut-être encore. Alors, je suis pas le fan de De Gaulle. Ouais. Mais je respecte De Gaulle quand il dit sa position elle était de ne pas intégrer l'OTAN. À partir du moment où la France elle est rentrée dans l'OTAN, la diplomatie et la stratégie militaire française, elle est forcément dépendante du commandement de l'OTAN. Merci qui? Sarkozy. Voilà. Entre autres. Justement, tiens, puisqu'on en est à parler de De Gaulle, petite pensée à notre ancien président Jacques Chirac, rapatrié d'urgence le week-end dernier du Maroc. Pour une infection pulmonaire du côté de l'hôpital Salpêtrière. Ça vous interpelle, ça vous touche pas? Ça lui fait quel âge à Jacques Chirac? 83 ans. Ah, ça va, il est pas mal. 84 ans au mois de novembre. Bah, il a dû voir du pays déjà. Ouais. Donc le Maroc, apparemment, il aime bien, Jacques Chirac. Bah, Madame Chirac, notre soutien et dans ces moments difficiles. Voilà, moi je pense à Madame Chirac. Très bien. 08 92 23 99 50. Avant de passer au coup de cœur, on va prendre un appel au standard. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tes invités. Bonsoir Manji de Marseille. Salut. Chaud comme à Marseille. Ouais, chaud comme à Marseille. Manji est toujours chaud, il est brûlant, Manji. C'était froid, on s'est vu le drame. Ah bah écoute, c'est toujours chaud, c'est toujours chaud. Tu es fada ou quoi, Yasser? Comment tu parles là? Alors on t'écoute, Manji. Alors, moi je viens. Alors la question syrienne, c'est clair qu'elle est très très complexe, mais en même temps c'est la conséquence tout simplement de demi-siècle de pouvoir despotique en fait dans toute la région, et c'est vrai qu'on voit un remodelage du monde un peu un Bico 100 ans après, où tout le monde se bat pour ses intérêts. Bien sûr, les Russes ne sont pas là pour les beaux yeux des Syriens, d'ailleurs ils s'en foutent complètement, parce que avec les territoires qu'ils ont, ils auraient pu accueillir un peu de réfugiés s'ils voulaient bien. Je pense qu'il y a un sous-épuisement de surface pour qu'on puisse accueillir les réfugiés. Et on voit aussi que les Américains, ils jouent leur jeu d'habitude, le jeu trouble. C'est-à-dire, comme il a dit tout à l'heure Yasser, ils ont toujours bombardé là où ils sentaient. Les mecs, ils jouent avec un joystick. On sait bien que les drones, ils ont fait un ravage pas possible dans les familles. Dès qu'on voit un cortège de mariage, on le bombarde en Irak ou en Afghanistan, ou partout, en Somalie, au Soudan, de partout, quoi. Je veux dire, ça fait, c'est pas d'hier en fait que les Américains font ça, des actions hors toute règle internationale. D'ailleurs, il y a qu'à voir Guantanamo pour savoir qu'ils respectent aucune loi. Ils devaient être fermés. Ils font ce qu'ils veulent, c'est les plus forts.
Pardon? Ils font ce qu'ils veulent, les Américains, c'est les plus forts. Il n'y a personne qui va leur dire le contraire. Non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est nous qu'on dit... moi, ça me rappelle un peu un discours qui surannait, qui existait à un moment donné. Ah, nous, on est avec les Russes et les Américains, ils sont avec les... Il faut sortir de là. Tout le monde se bat pour ses intérêts. La Turquie, on l'a amené, en fait, à la question kurde. Donc, c'est bien que c'est le cheval de Troie de la zone. Personne ne pleure pour les Kurdes parce que les Kurdes, on leur a promis pendant Saïs-Beko de partager l'Empire ottoman, qu'on leur donnait un État, on les a dispersés sur 4 États. Et maintenant, on revient encore. On a utilisé les Kurdes pour partager l'Irak. Vous vous rappelez quand même, avant la chute de Saddam Hussein, on a créé le Kurdistan irakien, c'est-à-dire on a commencé par une zone d'exclusion aérienne au nord de l'Irak. Et voilà, on s'en sert, en fait, on a amené les Kurdes aux portes de la Turquie avec cette histoire de Kobané, une histoire vraiment rocambolesque qu'on peut voir que dans les films, c'est-à-dire c'est un siège qui, comme par hasard, lorsqu'on a forcé la main à la Turquie d'intégrer la coalition, comme par hasard, on a pu casser le siège de Kobané. Kobané, ça a été fait par... Et quand vous parlez de terrorisme, moi je veux bien qu'on soit, vous savez, les militants de la cause algérienne, c'est des terroristes. Jean Moulin était terroriste. Il faut prendre des pincettes avec ces termes-là, parce que tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des tribus sunnites qui ont été massacrés par les chiites à la chute de Saddam Hussein, qui sont alliés avec ce qu'ils pouvaient, tout simplement. C'est une question de survie. Parce que là, on est dans nos fauteuils tranquilles, on rentre chez nous. Lorsqu'on est dans une situation comme ça, on regarde pas, vous savez, je me rappelle toujours Nelson Mandela, lorsqu'on l'a posé la question, on a dit comment vous avez des amis comme Yasser Arafat comment ça s'appelle, je finis là-dessus. Ouais, on peut se dépêcher, mon ami. Fidel Castro, et il a dit, ces gens-là, ils étaient avec nous quand j'en avais besoin. C'est-à-dire, on choisit les amis qui nous ont soutenus pendant qu'on avait besoin, tout simplement. Bon, merci, Manché. Il faut arrêter de dire, tel c'est un terroriste, tel c'est un terroriste. On n'est pas sur le terrain, on ne sait pas ce qui se passe. Et pour l'instant, on voit bien que des familles qui sont bombardées nuit et jour, et que c'est plutôt les civils qui payent la note. C'est le peuple qui trinque, oui. Ouais. Merci Manji de Marseille, à bientôt. Et puis Karim, pour terminer sur ce sujet. Karim, bonsoir. Bonsoir mon cher Christophe. Non, ce sera pas sur ce sujet-là, moi, parce que j'ai voulu vous appeler, mais après j'ai pris le RER et bon, ça a coupé. Ah bah c'est la faute du RER maintenant. D'abord, je veux te dire à toi, Christophe. Oui. Je sais pas, moi j'ai une application qui s'appelle TuneIn Radio. Ouais. Et ça fait presque 15 jours, à chaque fois que je clique, ils disent pas de flux. J'arrive pas à vous capter, je suis obligé de vous écouter avec l'ordinateur. Tu télécharges l'application sous Apple, hein. Moi je suis dans le droit, je sais pas, mais avec une radio, vous ne passez plus du tout. Tu le télécharges l'application France Maghreb 2 directement et tu seras tranquille. Et elle est compatible iOS? Bien sûr, mon cher ami, mais attends, il manquerait plus que ça. La deuxième chose, Karim. Là, je voudrais simplement dire une chose parce que je voulais vous appeler, mais après, à propos de Goazgen. Oui. Est-ce que vous savez que Goazgen fait partie du groupe parlementaire Amitié France-Maroc? Oui, absolument, oui. Mais moi, il y a quelque chose qui me dépasse, et je vais te dire, ça me fait plus de mal que toutes les chroniques de Zemmour et de Filkenkohl, de tout ce que tu veux. C'est l'absence de réaction des autorités marocaines. Alors, il y a deux solutions. Ou les Marocains, les autorités marocaines ne se considèrent pas comme maghrébins, et à partir de là, effectivement, le fait que l'autre il a insulté les maghrébins, ça ne concerne pas. Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que tu sais qu'en plus, il est dans la délégation qui va aller dans 15 jours au Maroc pour sceller, comment dirais-je, l'amitié, les 20 ans de l'amitié parlementaire franco-marocaine. Donc, il va se rincer la gueule, il va bien boire et bien manger. Je comprends pas, mais les autorités du Maghreb, mais qu'est-ce qu'il leur faut pour qu'ils bougent, pour qu'ils interviennent, pour qu'ils disent trop, c'est trop? C'est une vraie question que pose Karim, messieurs, parce qu'on rappelle que Claude Goazgen avait déclaré qu'il y avait un réel problème avec les Maghrébins, c'était incontestable. Les Maghrébins en France, évidemment. Est-ce que tu imagines, Christophe, quelqu'un faisant partie du groupe France-Israël disant les Juifs nous font chier? Bon. Merci Karim pour la question, elle est là. Vous avez peut-être une petite réponse, messieurs? C'est pas aux autorités marocaines de réagir, c'est aux autorités françaises. On parle de citoyens français ou de résidents français, donc on parle, c'est un élu
français sur le territoire français qui répond à la justice française. On voit que la justice française ne fait pas son travail sur le discours de haine. Il faut se rappeler du mécanisme qui fait que les actes racistes augmentent. On a un discours raciste qui est normalisé, ce qui ensuite pousse à l'acte. Les actes eux-mêmes ne sont pas réprimés par la justice et donc on recommence parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Lorsque Gouasgen a disait qu'on se droguait dans les mosquées, je sais plus quoi, il y avait encore une dinguerie pareille, il n'a pas été repris et ça a été accepté, c'est passé comme une lettre à la poste. Ouais. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on avait, comment il s'appelle, Laurent Bouvet et Jules Clavreul qui disaient « Ah bon, bah il est revenu sur ses propos, dont acte ». Et il y en a qui a répondu, dans ce cas-là, Alain Soral va dire je retire un tweet antisémite, et dans ce cas-là, d'autres actes, on passe à autre chose. Donc on voit bien que non, on se moque littéralement du monde, et je veux dire, et que fait la justice française, que fait le parquet? Absolument rien. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait que on se moque véritablement du monde quand on a Claude Gouasgen qui s'avère être dans la délégation ou l'amitié France-Maroc. Mais ça, c'est une constante. On méprise les citoyens, voilà, d'origine tunisienne, algérienne, marocaine ici en France, mais on rampe pour être invité dans des villas, être transporté dans les jets privés comme Michel Alliot-Marie, etc. Pour anecdote que je ressors régulièrement, 15 secondes. La maire d'Athis-Mons, Christine Rodier, qui appartient au groupe, au parti Les Républicains, a dit texto à ses administrés à Athis-Mons lorsqu'ils ont voulu d'une mosquée qui soit construite par la communauté musulmane locale et gérée par la communauté musulmane locale sans ingérence des consulats étrangers, et je cite, Madame Rodier peut me poursuivre en justice si elle le veut, je préfère que la mosquée soit gérée par le consulat marocain, comme ça je serai invité gratuitement là-bas. D'ailleurs, ma fille a été invitée au mariage d'un ministre. Ah ouais. Hakim. Moi, l'auditeur, je voudrais simplement parce que j'ai compris qu'en fait il parlait au niveau, est-ce que c'est des Maghrébins ou pas, comment ils ressentent les choses. Alors je tiens juste à souligner de pas sous-estimer l'intelligence du Makhzen marocain. Allez, soyez rassurés. Ça doit bouger au Maroc, ils savent ce qu'ils font. Allez, on va passer maintenant au coup de cœur, tiens. France Maghreb 2, le coup de cœur. Les coups de cœur, celui de Hakim Ral qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que celui de Yasser Louati, justement. C'est celui de Yasser qu'on va écouter. Il va parler d'une femme. D'une femme. Alors, j'ai parlé des femmes militantes qui sont actrices sur le terrain, qui se dévouent et qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur talent, de leurs compétences, etc. Mais j'aimerais surtout parler d'une femme aujourd'hui qui est celle qui partage ma vie. Bien sûr, je vais taire son nom pour des raisons de protection de ma vie privée, mais j'aimerais lui rendre un vibrant hommage pour avoir été un rock jour après jour depuis que je me suis engagé. Elle a été là dans les hauts comme dans les bas. Elle a été là au moment des sourires, elle a été là au moment des trahisons, lorsque beaucoup ont tiré le tapis de sous mes pieds pour me faire tomber. Elle était là lorsque il y a eu une période de doute et de flou, de flottement. Elle était là, non seulement par sa présence physique, mais son soutien moral. Elle a su trouver les mots, non seulement pour asseoir ce travail et confirmer son existence et l'ancrer plus profondément, mais surtout pour ce travail-là ne s'arrête pas. On dit toujours derrière chaque homme, enfin bon, j'ai pas envie de dire derrière chaque grand homme parce que j'en ai aucunement la prétention, mais on dit souvent que lorsqu'une personne publique, un homme est en avant, il y a derrière lui une femme. Je tiens surtout à dire qu'aujourd'hui, j'ai à côté de moi et parfois même devant moi une femme remarquable. Merci pour ton courage, merci pour ta présence et surtout que celui qui veut se marier n'oublie pas de marier une femme qui lui rappelle un rôle actif dans la vie de tous les jours. Je sais plus qui disait trouve un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais. Trouve une femme qui te soutienne et tu ne t'inquiéteras plus jamais. Yasser là, Madame Louati, à mon avis, je sais pas si vous avez quelque chose à lui demander, Yasser, mais moi au début je croyais que c'était sa maman, bon, hein. Mais après j'ai compris que c'était sa femme. Eh ouais, Yasser, félicitations, bravo, hein, franchement. J'espère que Madame écoute au moins. J'ai envoyé un message à lui. Madame Louati, je pense que Yasser a quelque chose à vous demander, hein, je ne sais pas. Bon, on va parler non pas de femmes, mais de toute autre chose avec Hakim pour son coup de cœur. Oui, donc tu lances... on t'écoute, mon ami. Ah d'accord, alors là c'est du lourd, c'est... je sais pas si... Bon...
on peut pas construire une statue à son effigie, mais l'homme de la situation, Idriss Aberkan. Donc c'est un docteur, un chercheur, un biologiste, un professeur, un entrepreneur, un visionnaire, un consultant, 3 doctorats, professeur à l'école centrale à Paris, il est chercheur à Polytechnique, il travaille à l'université de Stanford aussi aux États-Unis, du lourd, voilà. Donc ce franco-maghrébin d'une banlieue parisienne, du Val-de-Marne, d'une 30aine d'années, il est tout simplement exceptionnel. Et il va à la question genre est-ce qu'on est issu de la colonisation ou de l'immigration, lui il dépasse ces questions et il est dans le futur, il propose et il expose le monde aujourd'hui et sa vision de demain, et il donne des vraies alternatives. Et tout le monde, immigré, pas immigré, musulman, pas musulman, tout le monde est derrière lui, tout le monde l'encourage et tout le monde est ok avec son discours. Et bon, on va l'écouter, tout à fait, c'est parti. La religion n'est jamais le pourquoi d'une guerre, elle est le comment. Si vous voulez recruter des paysans au fin fond de l'Auvergne pour aller se battre à Jérusalem, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Allons à Jérusalem pour sécuriser la route de la soie. Ils s'en foutent de ça. La route de la soie, c'est pas pour ça qu'ils vont se faire tuer. Allons à Jérusalem pour bouter l'infidèle. Ah oui, là j'y vais, pas de problème. Et j'en veux pour preuve que les 5 guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité n'ont pas été des guerres de religion. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, les guerres napoléoniennes et la guerre de 7 ans. Aucune religion dans celle-là. Quand vous n'avez pas le fanatisme pour recruter, bah vous inventez le nationalisme, il n'y a pas de problème. Ça, le nationalisme, c'est un autre fanatisme religieux, même s'il a toutes les caractéristiques d'un fanatisme par ailleurs. La religion n'a pas le monopole du fanatisme, c'est juste ça que je voulais dire. Et donc en fait, la colonne vertébrale de toutes les guerres dans le monde, ça a été la route de la soie. C'est-à-dire que toutes les guerres n'ont pas été liées à cette route de la soie, mais la route de la soie, elle capture 80% des conflits depuis que l'humanité est civilisée. Voilà, 80% de tous les conflits. Et c'est en géopolitique, c'est cours de première année de géopolitique, ça commence par là, quoi. La route de la soie est la colonne vertébrale de tous les conflits. Enfin, pas de tous, mais de 80% des conflits, à tel point qu'encore aujourd'hui, vous prenez la mer Caspienne et vous faites un cercle de 1000 km de rayon et vous avez 90% des conflits dans le monde. Sauf que la route de la soie, entre-temps, c'est devenu la route des hydrocarbures. C'est tout. C'est la seule chose qui a changé, depuis Alexandre le Grand jusqu'à aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on se bat, c'est la même. Des gisements de gaz naturel, de pétrole, des accès aux ports, etc. Bon, et puis après, pour recruter des gens, évidemment, on va pas leur dire ça, mais c'est ça, la tendance suicidaire de l'humanité, quoi. Continuer à se battre alors que le problème n'est pas les ressources naturelles. Our future. Eh ben écoutez, je pense qu'il a tout dit, hein. Il a tout dit. Donc ça c'était juste un extrait de son travail. Donc lui il est défenseur c'est un pacifiste. Il a même un concept, c'est de monter un complexe pacifico militaire. Il développe un peu la pensée autour de l'économie de la connaissance. Et puis son travail aussi qu'il expose, c'est vous pouvez le voir sur internet sur son site idrissaberkan.org, c'est d'expliquer que la guerre, donc dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est l'objectif, la recherche de l'énergie, donc c'est de la matière première, or que cette matière première elle est finie, et lui il explique clairement qu'il faut aller vers des matières qui sont infinies, à savoir la connaissance. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce personnage, à cet homme, à ce jeune homme d'une 30aine d'années, un franco-maghrébin. Voilà, il est apparu sur les plateaux télé il y a quelques temps, mais il est exceptionnel. Idriss Aberkan. Est-ce que Yasser Louati le connaît? Non. Bon, c'est pas, il va le connaître. Aujourd'hui, c'est bon, il le connaît. Avec plaisir. D'ailleurs, faut peut-être le faire intervenir. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Bon, eh bien, écoutez, à découvrir. Donc, merci pour cette. idrissaberkan.org, les auditeurs. Merci en tout cas, Hakim, pour nous avoir fait connaître donc les travaux de ce monsieur. Alors, pour finir, le dernier sujet avant de passer au j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2, la cérémonie qui a lieu tous les ans depuis 1998, des associations de victimes françaises du terrorisme se réunissent dans les jardins de l'Hôtel National des Invalides à Paris. Le 19 septembre, date de l'attentat contre l'avion d'ETA en 1989. 170 morts dans l'explosion au-dessus du désert de cet appareil qui reliait Brazzaville à Paris. Mais ce matin, la République tout entière assistait à hommage national à toutes les victimes du terrorisme en présence de François Hollande, du Premier ministre ou encore de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Et les familles des victimes des attaques meurtrières des 2 années écoulées étaient là. Ils ont écouté s'égrener
un par un les noms de leurs proches tombés depuis un an. 230 personnes exactement ont tué au Stade de France, au Bataclan, sur les terrasses du 11e, 10e arrondissement de Paris, Saint-Étienne, du Rouvray, Nice ou encore Magnanville. Le président de la République, je vous le disais, a prononcé un discours. Il a notamment évoqué l'indemnisation des victimes directes et indirectes du terrorisme. Je propose d'écouter un extrait du discours prononcé ce matin dans le jardin des Invalides. Vient ensuite la question douloureuse de l'indemnisation, mais qui n'est rien d'autre que la solidarité de la nation à l'égard des victimes et la prise en compte du traumatisme des vivants. C'est la mission, la compétence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, créé il y a 30 ans, mais dont on voit bien qu'il ne peut plus rester en l'état. C'est pourquoi je l'annonce ici, le fonctionnement et les règles du Fonds de garantie seront réformés. Il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui sont concernées, traumatisées, touchées à jamais par ce qu'elles ont vu, même si elles n'ont rien subi dans leur chair, mais dans leur mémoire hante encore le souvenir des attentats. Les ressources du fonds seront revues en conséquence et l'État s'en portera garant dans la durée. François Hollande, donc ce matin, il a beaucoup insisté aussi sur le rôle de l'État, justement face au terrorisme, et sur la reconnaissance aussi nécessaire qu'il doit apporter aux victimes des attentats. Discours jugé à la hauteur des attentes, Yasser Louati ? Absolument pas. Ça fait 2 ans qu'on subit des attaques à la chaîne quasiment tous les 3 mois, et c'est vraiment des meurtres de masse. On n'a encore personne qui ait démis de ses fonctions au sein de l'État pour manquement à la sécurité nationale. Alors qu'à chaque fois, on a les mêmes refrains. Oui, c'était des personnes qui étaient déjà fichées. Oui, il y a eu des manquements, manque de coordination, etc., etc. Donc, on arrête de nous bassiner avec des célébrations pour nous faire taire et nous sortir et nous jouer la carte émotionnelle, alors que des responsabilités n'ont pas été établies jusqu'à maintenant ou que personne ne veut prendre ses responsabilités. Moi, ce que j'oublie pas, c'est que l'année dernière, on était partout en train de courir, en pleine période de perquisition et d'assignation à résidence à tout va des citoyens de confession musulmane. On a même eu l'adjoint du préfet en Eure-et-Loire, le directeur de cabinet de Eure-et-Loire qui vous disait on ciblait ouvertement les musulmans pratiquants. Et donc on fait porter aux musulmans la responsabilité des attaques alors qu'eux-mêmes sont tués par ces groupes terroristes. Et aujourd'hui, on a un président qui nous fait un énième discours pour dire solidarité nationale. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu solidarité nationale plus tôt pour les proches des victimes qui sont encore traumatisées et qui ont été ignorées? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu solidarité nationale plus tôt pour indemniser les victimes proprement? Comment ça se fait qu'il y a la veuve de Michel Renaud de Charlie Hebdo qui accuse carrément la direction du fonds d'indemnisation de détournement de fonds? Il y a un moment, faut arrêter avec les célébrations, faut arrêter avec les concerts, faut arrêter de nous sortir la carte où on est ému et on se fait des câlins. On a besoin que des responsabilités soient prises et d'agir en amont pour éviter les attaques terroristes. Or, on voit bien que au sein même de l'État, toutes les recommandations du renseignement intérieur sur la question de la menace terroriste et la stratégie à adopter sont complètement ignorées au profit de manœuvres politiciennes à court terme. Et ceux qui payent, encore une fois, c'est vous et moi. Il y a un moment, faut arrêter. Hakim, tu partages l'avis de Yasser? Oui, je partage. Juste pour ajouter, c'est vrai que le discours il est grave. Il insiste beaucoup sur le fait de réparer, c'est-à-dire de soigner. Ouais. Or que la décision d'un responsable politique en charge des affaires d'un État, c'est pas toujours de soigner, mais c'est de prévenir. Exactement. Il n'y a pas assez de place. C'est-à-dire, il parle de fonds de garantie, il parle d'argent pour les victimes, mais le but, c'est qu'il n'y ait pas de victimes. Ouais. La question est posée en tout cas. Merci beaucoup Hakim et Yasser Louati. Hakim Rahal, dans un instant, le j'aime ou j'aime pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et c'est le grand forum, évidemment, sur France Maghreb 2, jusque 18h30, avec dans un instant le j'aime ou j'aime pas. Christophe sur France Maghreb 2. Allez messieurs, pour finir tranquillement cette émission, c'est le fameux j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2. Avec des petites infos, donc faisant référence à notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Alors j'ai des petites infos, on va pouvoir dire si on aime ou on n'aime pas. Hakim et Yasser, avec cette première info pour l'ONU, seul Israël, écoutez bien, est une puissance occupante. J'aime ou j'aime pas?
Alors, on doit pas aimer l'ONU ou Israël là? Ah, j'en sais pas, vous faites ce que vous voulez. Je rappelle pour l'ONU, seul Israël est une puissance occupante. D'accord. Ça veut dire les autres pays du monde, ils n'occupent pas d'autres pays. Voilà, c'est ça, c'est la seule puissance. Au moins ils reconnaissent qu'ils occupent en fait. Ouais. Mais occuper, ça veut dire c'est la version soft de coloniser et spolier, non? Bah pour l'ONU peut-être. Donc t'aimes ou t'aimes pas? L'avis de l'ONU? Ouais, ils peuvent mieux faire, ouais. C'est pas, ouais. Yasser? Ouais, j'aime, et après on fait quoi? On l'espère. Voilà. C'est ça, c'est un peu comme ça. La lune est ronde, ouais, d'accord. Le soleil s'abrille et l'eau ça mouille. Voilà. L'ambassadeur britannique en Arabie Saoudite s'est converti à l'islam et a fait effectuer le Hajj. J'aime ou j'aime pas? Ah bah si c'est vrai, bah bien sûr qu'on aime. J'ai vu ça sur Facebook. Bah ouais, c'est un frère en plus quoi. Cela ne nous regarde pas. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ah non, c'est pas n'importe qui, c'est un personnage important. Cela ne nous regarde pas. Cela ne regarde pas, Yasser. Mais voilà. Pour le quotidien El Massa, qui cite un rapport indiquant que de plus en plus de juifs d'origine marocaine se sont convertis à l'islam. J'aime ou j'aime pas? Ouais, c'est bien, non, j'aime bien. Pourquoi pas, ouais. Mais pourquoi d'origine marocaine? Bah c'est un rapport qui parle des juifs d'origine marocaine. Ouais, d'accord. Donc bah c'est bien, ouais. Mon cher ami, s'ils sont heureux, ouais. Écoutez, c'est un choix personnel et c'est quelque chose qu'ils ont fait qui les rend heureux. Bah, ouais, oui. Et surtout s'ils peuvent te transmettre la bonne parole auprès de leur famille plus élargie. Très bien. Alors, taxe d'entrée, là on parle de la Tunisie et de l'Algérie. Taxe d'entrée en Tunisie, l'Algérie a indiqué qu'elle appliquerait le principe de réciprocité. J'aime ou j'aime pas? Le principe de réciprocité de l'Algérie, ouais, j'aime bien. Ouais. C'est-à-dire qu'ils attaquent pas en fait, ils regardent en face d'eux, il y a quoi, et on fait la même chose que toi en fait. C'est-à-dire que la Tunisie a proposé une taxe, fait payer une taxe visiblement aux Algériens qui souhaitent aller en Tunisie, et donc l'Algérie de ce principe a dit, bah puisque vous faites ça, nous aussi on appliquera une taxe. C'est ce qu'a indiqué en tout cas le ministre des Affaires étrangères algérien. Mais je pense qu'ils ont plus à gagner les Tunisiens que les Algériens. Toutes les relations bilatérales sont basées sur le principe de réciprocité, donc si les Tunisiens veulent taxer les Algériens, enfin leurs voisins immédiats qui ont été un soutien pour le tourisme quand la Tunisie était attaquée par les terroristes. Absolument. Il faut le rappeler. Ben, franchement, j'ai trouvé ça vraiment stupide de leur part. Maintenant, les Algériens sont en droit de... Stupide de la part des Tunisiens, Yasser? Mais bien sûr. Pas du tout. C'est les affaires, mon frère. Non, il y a plus d'Algériens qui viennent en Tunisie, on va gagner de l'argent. Non, mais c'est pas une question. Non, c'est pas. Je suis désolé. Je veux dire, la Tunisie a plus intérêt à garder une frontière ouverte avec l'Algérie. Ils ont des liens historiques qui remontent à la guerre d'Algérie. On n'oublie pas que les maquisards algériens se cachaient en Tunisie pour aller attaquer les forces coloniales en Algérie occupée. Maintenant que la Tunisie, franchement, je connais pas l'argumentaire pour justifier cette taxe-là. Bon, les Algériens sont en droit de taxer les Tunisiens quand ils viennent. Bah, la Tunisie, elle a besoin d'aide. Dans ce cas-là, qui taxe les puissances occidentales qui viennent les piller, tiens. Ouais, c'est ça. Allemagne, percée de la droite populiste en région ce week-end. Un nouveau revers pour Merkel. J'aime ou j'aime pas? J'aime pas du tout, même. Bah, on peut pas aimer ça. Ouais. On peut pas aimer. François Hollande, le président français, au plus bas dans les sondages, écoutez, ce n'est pas une plaisanterie, a été élu homme d'État mondial. Ça s'est passé à New York, vous rigolez, par une fondation. En effet, on lui a remis donc ce prix au président français. Alors écoutez bien pourquoi. C'est pas une caméra cachée, Christophe? Non. Pour sauvegarde de la démocratie et des droits de l'homme. Voilà. J'aime ou j'aime pas? Non. D'abord, quelle est cette fondation? C'était une fondation new-yorkaise. Qui la finance? Qui la dirige? Quel est son agenda? Là, tu poses beaucoup trop de questions, là. On te demande de j'aime ou j'aime pas, Yasser? Non, mais une fondation. C'est une caméra cachée. Une fondation qui vient me dire que François Hollande a préservé la démocratie après avoir voulu, après avoir perquisitionné 3500 personnes quasiment pour rien, qui a carrément voulu changer la constitution pour exclure des citoyens. Non, mais arrêtez, c'est une plaisanterie. Voilà. Donc tu n'aimes pas? Absolument pas. C'est pas consistant, c'est pas sérieux, c'est de la blague. Bon, très bien. Et ben voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas qui se termine donc sur cette petite note d'humour. Quand même, le président le plus impopulaire de la 5e République se revoit remettre un prix pour le sauvegarde de la démocratie et des droits de l'homme en France. C'est une fondation new-yorkaise. Donc on va s'intéresser. Un coup d'accordéon derrière pour montrer c'est une blague. C'est incroyable. Merci Yasser Louati, à très vite. On te retrouvera du côté de Varsovie la semaine prochaine pour un direct pour nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Même pas Paris 20e.
20e mercredi. Eh oui, soyez au rendez-vous les amis. Et Berlin le 29. Le mercredi c'est le 21, c'est à 18h30, c'est ça? Tu nous rappelles? L'espace Confluence à Paris 20e, 18h30. Et il y aura pas mal de personnalités évidemment pour parler de l'islamophobie. Diallo, il y aura Pierre Thévagnan, il y aura Saïd Boumama, il y aura Nassira Ghanif et moi-même. Et toi-même, donc beaucoup de monde. À ne pas rater. Varsovie la semaine prochaine, et puis on te retrouvera aussi à Berlin, donc Sarwati reste avec nous. Et bien entendu à Kemrar, à la semaine prochaine. Merci Christophe, merci Yasser. Merci et demain, ce sont les deux plus jeunes de cette équipe qui seront là, Sabrina Artiste et Badr Belamine. Bonne soirée à tous. L'avenir de la France, mais aussi à des familles, symboles de tolérance, de cohésion et d'amour. L'émotion de Yasmine ce matin aux Invalides à l'occasion de la cérémonie des victimes des attentats de 2015. Je propose maintenant d'écouter un extrait d'un dialogue qui a eu lieu un peu par hasard devant les caméras de France 3 qui prépare un reportage. Ça s'est passé entre cette femme qui porte le niqab, qui est venue déposer une gerbe de fleurs donc sur la promenade des Anglais à Nice pour rendre hommage donc aux victimes des attentats du 14 juillet dernier. Et à ce moment-là, une touriste toulousaine donc se trouvait dans les parages et a des a priori donc sur cette femme, est venue lui parler, et finalement c'est avec le dialogue que ces femmes se sont presque comprises. C'est peut-être avec le dialogue que l'on va peut-être s'en sortir dans ce pays. Vous n'avez pas l'impression de faire un peu de la provoque, surtout là? Non. Non? Absolument pas, madame. Et on peut pas toujours remettre en cause la sincérité des gens. On peut pas toujours dire oui, c'est de la provocation, c'est politique. À un moment donné, il faut s'arrêter et discuter. Et je pense que la meilleure des choses, ça va être le dialogue avec le temps, pour pouvoir faire comprendre aux gens que ce qui peut faire régner une ambiance de paix, même si on a sereine, c'est le dialogue et de pouvoir essayer de se respecter, de se tolérer. Eh ben moi j'avais pris ça comme une provoque parce que nous on habite à Toulouse et pareil il y a des femmes en niqab comme ça, elles vous regardent comme si qu'on était de la merde. Non, voilà. Pour moi vous n'êtes pas de la merde, vous êtes une personne avant toute chose, vous avez des valeurs humaines et vous ressentez ce que moi je peux ressentir, sauf que voilà, on a des opinions, on a une religion différente. Moi j'en ai pas, alors voilà, comme ça, on est clair. Moi j'ai un père, il était musulman, ma mère était juive. Qui annonce des moyens supplémentaires pour lutter contre le terrorisme. Le chef de l'État s'exprimait à l'occasion de la journée d'hommage de toutes les victimes des attentats. Il veut réformer et pérenniser le fonds d'indemnisation. Nous y reviendrons tout à l'heure, c'était ce matin, à l'occasion de cette cérémonie d'hommage dans les jardins des Invalides. On va commencer évidemment cette émission par le zapping sur France Maghreb 2. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. On commence par le France 3 Week-end qui recevait Rachid Benzine, invité à réagir au climat actuel sur la place de l'islam en France et réagir aussi sur les propos d'un député. De Claude Goesgen, député maire Les Républicains, regardez ce qu'il affirme. Nous avons un problème avec les Maghrébins. Il faut avoir le courage d'aborder le problème, non pas dans la discrimination, mais franchement. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, nous sommes aujourd'hui en période préélectorale et donc les digues langagières, notamment sur l'islam, les Arabes, les Maghrébins, sont en train de sauter. Un petit problème sur le son de Rachid Benzine, donc Rachid Benzine que vous connaissez peut-être, Yasser, et donc qui s'exprimait sur le fait notamment de Claude Goesgen qui a rappelé la semaine dernière qu'il y avait vraisemblablement un problème incontestable avec les Maghrébins. Je voulais pas le nom me dit quelque chose, mais je suis pas familier, non. Très bien, donc c'était effectivement Rachid Benzine qui est islamologue et qui s'exprimait donc chez nos confrères de France 3 Week-end, donc dans ce zapping qu'on souhaitait vous faire écouter, mais bon, petit problème de son, ça arrive de temps en temps. Alors on va enchaîner si vous le voulez bien avec ce zapping pour la suite, bien sûr, en vous rappelant que vous pouvez aussi réagir, bien sûr, en nous appelant 08 92 23 99 50. La suite de ce zapping, notamment France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour une nouvelle semaine du Grand Forum jusque 18h30 avec vous, chers amis. Heureux de vous retrouver en ce lundi 19 septembre. Avec nous aujourd'hui, Yasser Louati. Comment ça va, Yasser? Bien, et toi? Ouais, militant, toujours, plus que jamais.
Plus que jamais. On parlera d'ailleurs de ton activité puisque mercredi tu as un grand rendez-vous à rappeler aux auditeurs mercredi 21 septembre du côté, je crois, de Saint-Denis, c'est ça? Paris 20e. Paris 20e. Voilà, c'est ça. Donc on y reviendra tout à l'heure. Avec nous aussi Hakim Rahal qui est chef d'entreprise, donc qui se stationne pour être très exact. Donc qui arrive dans un instant. Mon cher Yasser, de quoi allons-nous parler avec toi dans la vie tranchée à suivre dans un instant? Alors on va parler des femmes. Très bien. C'est à développer, on verra. Très bien. Et le coup de cœur? Les femmes aussi. Ah bah très bien. 100% femmes, donc Yasser, très élégant. À retrouver donc tout à l'heure. Sinon, dans l'actualité évidemment, outre le fait que vous puissiez nous joindre bien sûr pour commenter l'actualité avec nous, 08 92 23 99 50, mais aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr, le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Dans l'actualité, mon cher Yasser, aujourd'hui, c'est cette enquête sur les musulmans de France publiée dans le JDD, des musulmans qui partagent dans leur grande majorité les valeurs laïques. Et quand un quart ont une pratique rigoriste de leur religion, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. À quoi sert ce rapport? Quel est son but? On essaiera de comprendre. On parlera aussi de la situation en Syrie après un week-end marqué par un regain de tension sur le terrain, notamment des frappes aériennes sur Alep. La trêve en vigueur depuis une semaine semble plus que jamais menacée. Les deux parrains de ce cessez-le-feu États-Unis-Russes s'accusent mutuellement de le faire capoter. Et puis nous parlons enfin de François Hollande. Ashkenaz. Et on nous a appris à respecter les religions, mais surtout à ne pas provoquer, c'est-à-dire la kippa, le machin et tout, on ne mettait pas. Et les signes ostentatoires, on ne le mettait pas. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas trop chaud là-dessous? Non, c'est... Regardez. Moi, c'est aussi pratique. Non, vous inquiétez pas, je suis à l'aise. J'ai des tissus très... Regardez. C'est le côté pratique aussi que je vois. Déjà, non, je suis très bien là. Vous inquiétez pas. Bon, je suis contente pour vous. Si c'est votre idée, si c'est votre voilà. Après, je conçois qu'il y a des femmes qui se battent pour autre chose. Voilà, mais oui, quand vous allez en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire, les femmes n'ont pas le droit de se mettre du vernis, au Qatar non plus, et tout ça. Donc, elles essayent de lutter. Elles luttent. Bon. Je respecte. D'accord. Je respecte. Autant je les respecte, autant je veux qu'on me respecte. J'ai toujours eu cette conviction qu'un jour on allait pouvoir vivre dans la diversité. Et le vrai combat, c'est de combattre des gens qui sont dans leur tête malade. Ouais. Et là, on a besoin de professionnels, quoi. Je veux dire, nous, on est des citoyens et voilà. Et vous, madame, vous êtes pour la loi qui interdit le niqab en France? En réalité, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça me plaît pas. Moi, quand je vais sur la plage, que je vois une dame qui est, je vais dire un gros mot, qui est enrubannée comme ça, ça me met mal. Ça me met mal parce que moi, je me mets en maillot de bain. Bon, je garde mes seins à l'intérieur. Et c'est vrai que ça me gêne, ça me choque un peu aux yeux. Bon, une fois que la dame m'a dit que c'était son choix, il faudrait discuter avec tout le monde. Voilà. On ne peut pas discuter avec tout le monde. C'est vrai. Notamment donc avec ça s'est passé donc ce matin à 9h aux Invalides, on en parlait il y a quelques instants, une cérémonie d'hommage des victimes des différents attentats survenus l'année dernière sur notre territoire, et le message qui a ému tout ce parterre de politiques présents ce matin aux Invalides, celui de Yasmine que je propose d'écouter. Fatima Marzouk, 44 ans, était une femme aimante, épanouie et dévouée à sa famille. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle m'a toujours considéré ses 6 neveux et nièces comme les siens. Elle était un véritable pilier pour nous, pour notre famille. Elle aimait la vie et condamnait le terrorisme sans savoir qu'elle aurait été frappée par ces actes odieux. Nous sommes une famille de confession musulmane et il ne faut surtout pas faire l'amalgame, car ces barbares n'ont ni loi, ni foi, ni religion. Mehdi Achadi n'avait que 13 ans. Que dire? Il laisse derrière lui sa moitié, sa jumelle. On a ôté la vie à un enfant qui avait devant lui un avenir si prometteur. Mature pour son âge, il s'intéressait autant aux adultes qu'aux enfants. Il était un véritable compétiteur. Mehdi a été élevé dans la foi musulmane qui préconise respect de l'autre et tolérance. Ami Vimal, 12 ans, de confession catholique, qui avait passé la journée et la soirée avec notre famille. Elle s'est éteinte à l'hôpital moins d'1 heure après le drame, sous les yeux de ses parents.
Elle voulait devenir avocate ou journaliste. Elle était française, elle était fragile, elle était heureuse. Et c'est pour cela qu'elle est tombée. Ces criminels se sont attaqués, ce soir-là, à un symbole républicain, mais plus particulièrement à des enfants qui représentent